Mégateuf, oui. Mégateuf, gars. Complètement débile. T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. Alors si, je sais, je suis pas totalement débile non plus. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Vous voulez qu'on fasse du cinéma? Oui, une activité débile et passablement dégueulasse, bien sûr. Qu'est-ce que c'est débile cette émission? C'est de la raclure des chiottes. Bonsoir. On est sur Deux débiles parlent de cinéma. L'Argentine vient de gagner. Marine Le Pen se présente aux élections présidentielles. On n'avait dit pas de politique. Je m'en bats les couilles, ça me déprime. Ah Comment ça va les gens? Est-ce que vous, ça va mieux que nous? Parce que nous, ça va pas. Nous, c'est compliqué. Ah la vache. Comment tu vas toi? Bah écoute, on survit, hein. Ouais, la chaleur revient. La chaleur revient. C'est fou, hein, parce que là, je crois que les trois derniers podcasts, dont celui-là, on les a enregistrés en temps de canicule. Ouais, c'est génial. Non, mais on est vraiment, en termes de timing, c'est parfait. Alors que vraiment, on a une semaine où il faisait bon, ça allait, tu vois. C'est la seule semaine où on a décidé de pas enregistrer. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment les champions. Mais on en a profité pour voir des films. Oui, et ça, c'est bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout, on a eu l'occasion, parce que les deux films dont on va parler, on les a vus en avant-première. Alors, pour l'UGC, oui, c'était avant-première classique. C'était pour Supergirl, c'était avant-première classique. Ouais. Et pour Evil Dead, on n'a pas été invités, hein, parce que encore une fois, nous ne sommes que des gueux qui parlons de cinéma. Nous ne sommes pas rentrés par l'entrée VIP des créateurs de contenu au Grand Rex. Voilà, donc un jour ça viendra, vous inquiétez pas, on pourra être sur le tapis rouge et dire oh là là, on est deux débiles. Non mais je pense que les gens vont nous adorer quand on va dire ça. Non mais il faut qu'on fasse des tops sur internet, tu sais, sur TikTok. Ah ouais, c'est pas mal ça. Faut qu'on fasse des tops, qu'on fasse des vidéos. Quel est le meilleur Spider-Man? Faut qu'on suit aussi les trends tendances des danses TikTok aussi, je pense. Ah ouais. Ouais, c'est important. Tu faisais ça bien. C'est vrai que je faisais très bien. Vous savez, alors pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai un TikTok qui a atteint les 1,5 million de vues. C'est pas une danse, mais en gros, c'était un truc de rythme par rapport. Il y a une fille qui disait elle avait fait 12 ans de piano, 8 ans de batterie, 4 ans, je sais plus quoi. Et en fait, elle faisait un truc de rythme avec ses doigts comme ça. Tu vois, j'arrive presque à le refaire. Ah putain. Et tu sais, c'est que moi, j'ai répondu en mode 0 année de piano, 0 année de batterie, 0 année de solfège. Et j'arrivais à le faire tranquillement. J'avais des lunettes de soleil et tout, c'est drôle. Voilà, donc, et donc, t'as tapé le million de vues avec j'ai un petit achievement d'avoir un TikTok à 1,5 million de vues. Franchement, pas mal. François, c'est quoi le sommaire du jour? Alors, le sommaire du jour, il va être très classique parce que déjà que de base, on prépare pas des masses. Hein. Là, on l'a encore moins préparé. On l'a préparé 1 heure avant? Même pas. Mais je pense on n'a même pas de doc, de Google Doc. Alors que généralement, on en a un. Je pense que les gens, ils sont venus pour ça, tu vois. Ils aiment qu'on arrive et qu'on improvise tout, tu vois. Oui, quasiment. c'est clair. Après, on a toujours des choses à dire sur les sujets que tu choisis, parfois 20 minutes avant le début de l'enregistrement. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis déjà, merci à vous parce qu'il y a eu quand même pas mal de petites réponses parce qu'on avait demandé votre avis sur Instagram par rapport au podcast, un peu la suite, etc. On a eu plein de chouettes commentaires, plein de chouettes avis et ça faisait vachement plaisir. Même sur YouTube, il y a des gens qui commentent un petit peu, donc ça c'est cool. Oui, c'est clair. Donc vraiment, merci beaucoup. Oui, parce que l'idée, c'est que nous, on veut vraiment se concentrer sur le podcast. Donc Spotify essentiellement parce que c'est là où il y a le plus de vues. Il y a aussi Deezer et tout. Ouais. Et Apple aussi, ouais. Mais on le met sur YouTube parce que c'est une source gratuite, entre guillemets. Mais c'est aussi pour avoir facilement des commentaires. Parce que nous, on est aussi très friands de vos retours, de savoir déjà vos avis sur les films qu'on traite, sur l'émission, sur nous deux, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a enfin commencé l'aventure YouTube par rapport à ça. Oui, c'est clair. Et en plus, ça nous permet de faire des photomontages rigolos par rapport aux miniatures. Là, j'ose même pas imaginer celui que tu vas faire pour Evil Dead ou pour Supergirl. Je sais pas encore. Là, j'ai très peur de ce que tu vas nous offrir. Supergirl, j'ai 2-3 idées. Evil Dead, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Mais donc oui, là, au niveau du programme... Peut-être que j'ai un peu spoilé. En même temps, vous avez vu le titre. Voilà. Au niveau du programme, donc les news, comme d'habitude, qui vont être assez courtes, mais il y a des choses très intéressantes qui se sont passées là ces dernières semaines. Ensuite, on va parler donc de 2 films qui sont au cinéma actuellement, qui sont Supergirl et Evil Dead Burn. Ensuite, le petit jeu de Quentin. Voilà, et nos recommandations. Donc vraiment, on est sur un épisode très classique. Oui, surtout que là, on va enchaîner 3 podcasts
qui vont parler d'actualité. Oui. Et après, je pense que pour au moins septembre, là, on va revenir un petit peu plus classique, c'est-à-dire pas que de l'actualité. Oui, voilà. Parce c'est ça. qu'on on aimerait avoir ce credo de se dire que voilà, on veut pas être un podcast d'actu, on veut parler de plein de choses. Oui, voilà, c'est ça. De sujets parfois un petit peu plus obscurs, d'autres sujets comme les séries, les jeux vidéo, Ouais, c'est ça. sans spoiler l'épisode du jour. Et essayer de varier un petit peu le plaisir pour nous faire plaisir Bah ouais, c'est et ça. aussi vous faire découvrir des choses. Voilà. Exactement. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Let's go. C'est parti. Bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Oui, c'est vrai que ça faisait très longtemps, j'avoue. Alors, on va parler de quoi pour les news? Alors, la première news qui m'a un peu énervé et qui m'énerve toujours depuis quand même quelques jours là maintenant, c'est l'annonce. Alors, vous allez dire c'est bizarre parce que là, on va parler de jeux vidéo, on parle pas de cinéma, mais vous allez voir, ça va quand même enclencher sur le cinéma, c'est très logique comme lien. Tout vient à point à qui Qui c'est c'est atteindre. Et l'annonce, c'est que Sony a annoncé qu'ils vont arrêter le développement et la production. Ah, tu commences de par jeux. celle-ci? Oui. Ah ouais, la colère, hein. Ah la coup de gueule. Hein. La colère. En fait, il y a 2 news colère, mais celle-là plus colère. Ah bah celle-là vraiment colère, ouais. Et sur en fait Sony qui annonce la fin de la production de disques de jeux en fait de format physique pour leurs jeux vidéo à partir de 2028. Donc c'est-à-dire que les jeux qui sortiront après 2028 ne seront plus sur disque, ça sera soit en ligne sur leur shop PlayStation en ligne, Store, le ouais. PlayStation Store, soit ils vendront des boîtes mais ce sera juste un pauvre code papier donc complètement inutile. Et Super pour l'écologie. voilà, super pour l'écologie. Et bah, ça provoque actuellement une immense shitstorm sur Sony. Immense shitstorm. Et je pense qu'ils s'y attendaient, mais peut-être pas à ce point. Mais je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Oui, ils s'en foutent, mais surtout que ce qui se passe, pourquoi c'est énervant? Alors, notre plan en 55 points. Le premier. ça va durer environ 6 heures. En gros, bon, ce qui est très énervant de base, c'est que déjà, ils ont donné comme argument premier sur le fait d'arrêter la production de jeux en physique en disant oui, mais le consommateur, le joueur lambda, majoritairement télécharge leurs jeux via le PlayStation Store. Et en gros, il y a ils disent 80% des joueurs qui jouent sur PlayStation jouent directement en téléchargeant les jeux sur PlayStation Store et donc n'achètent plus leurs jeux en physique. Spoiler, c'est faux. C'est complètement faux. Alors, oui. encore une fois, il y a pas mal de gens qui ont sourcé les informations par rapport à tout ça. Il y a surtout, quand Sony a fait son communiqué via Twitter, il y a eu un nombre de notes de communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux mettre des notes à certains tweets pour aller à l'encontre des uns en disant que non, c'est faux parce que machin, tu mets des choses, etc. Et apparemment, à chaque fois, c'était supprimé, ensuite ça revenait, supprimé, ça revenait. Il y a eu un nombre de notes en essayant de contredire tout ce qu'a pu dire Sony par rapport à ça, mais également pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. En termes de législation, déjà nous, dans la zone euro, ils n'ont pas le droit. Et aussi par rapport à la propriété intellectuelle dans le monde, apparemment, ils n'ont pas le droit non plus. Voilà, déjà de 1, de 2, en plus, ça a été démontré qu'une grande partie des gros jeux Sony, donc les Uncharted, les God of War, etc., étaient achetés majoritairement en physique. Oui. De base. En gros, ils ont truqué les chiffres. Ils ont truqué et surtout, en fait, je pense qu'ils ont pris en compte aussi tous leurs jeux services, c'est-à-dire les Fortnite, les machins, qui effectivement sont des jeux que tu ne fais que télécharger, ces jeux gratuits de manière globale. Les disques n'existent pas pour ça. Donc voilà, donc c'est normal que la majeure partie des joueurs qui jouent sur Fortnite, etc., ou sur FIFA et tout, ils le font comme ça. C'est beaucoup plus logique. Donc, c'est truqué et surtout, il y a un gros problème. Pour la FIFA. Pardon. Pardon. Oh, conspi. Bon, ça n'a pas aidé non plus Trump qui a annulé un carton rouge pour un de ses joueurs. C'est clair. Ils sont quand même pris une raclée. Allez, deux débuts parlent de foot. Deux mascus parlent de foot. Deux mascus. Allez les bleus. Allez les bleus. Oui, parce que t'as vu Jim Quinn. Oui, c'était super bien. Et t'as enfin la ref. Oui, j'ai enfin la ref. Ah, mais qu'est-ce que... Je sais ce que c'est un hors-jeu. Oh non, j'ai perdu un abdo. Non. Ah, qu'est-ce que c'est con, putain. C'était si con. Tu deviens hétéro. Il faut que tu fasses preuve de bienveillance. La bienveillance quoi? Et quand tu deviens hétéro, tu fais des fashion faux pas. Et tu aimes beaucoup la monogamie. Et les doudounes sans Et manches. les doudounes sans manches.
J'ai pensé à toi. Mais oui, je porte des doudounes sans manches, j'aime bien. Ah ouais, non, mais écoute, hein, Pour ça- revenir à Sony. Alors, dites-vous, ça fait 10 ans qu'on se connaît, 10 ans qu'on le charrie sur les doudounes sans manches. Excusez-moi, hein, les fashion faux pas, je les assume. Voilà. Il est très hétéro. Et je suis très riche. C'est faux. C'est faux. Et le souci, c'est que déjà, bon, pour la préservation du jeu vidéo, c'est un énorme problème. Parce que c'est-à-dire que là où sur PC, tu as beaucoup plus de possibilités de télécharger tes jeux sans DRM, sans tout ça, et donc de les conserver sur ton disque dur et que tu puisses y jouer comme tu veux. Oui. Là, le souci, c'est que PlayStation, tu n'as accès qu'au PlayStation Store. Donc, ce qui fait un monopole qui est presque illégal. Qui est presque illégal, et surtout, en fait, quand tu achètes un jeu sur PlayStation Store, tu ne l'achètes pas réellement, tu ne le possèdes pas, tu achètes juste une licence d'utilisation qui peut disparaître à tout moment. C'est-à-dire que Sony, à un moment, peut très bien dire c'est bon, on arrête avec tel jeu, avec tel truc, ce qu'ils ont déjà fait avec la PS3 de base. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils ont annoncé à la fois la fin du support physique, mais également la fin du store de la PS3 et de la PS Vita. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt des jeux, voire même des DLC qui ne seront plus accessibles, notamment le DLC de Infamous, qui est un jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs, Oui. Festival of Blood, qui lui ne sera plus disponible parce qu'il est exclusif à la PS3. Ouais. Et donc, à cause de cette décision, on ne pourra plus y jouer. Voilà, donc... Ça va devenir un Lost Media presque. Oui, c'est ça. Donc ça va être une énorme galère. Et surtout, pour revenir au cinéma, Sony, surtout, ce sont les créateurs et les producteurs des Blu-ray. Bah oui. Donc ils produisent en majorité pour leurs jeux, mais surtout le Blu-ray, c'est aussi ce qu'on utilise maintenant pour les films. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver à un stade qui est de plus en plus flagrant, très clairement, avec l'arrivée de Netflix, avec tout ça, la démocratisation de tout ça. On va arriver à un stade où Sony ne produira plus du tout de Blu-ray, et donc on va arriver à un moment où on n'aura plus de films en physique. Et ça va être un problème. Et ça va être un réel problème. Mais c'est un réel problème par rapport à la, comme tu dis, par rapport à la propriété des jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et la propriété des films. Les jeux et des films, c'est que ces œuvres-là ne t'appartiennent plus et que le physique, c'est le seul moyen de conserver des œuvres aussi de manière culturelle et historique. Bien sûr. Parce que ça peut arriver pour les films, justement, tu avais parfois des pellicules qui ont été perdues dans les années 20, 25, 30. Il y a énormément de films qui ont complètement disparu parce que les pellicules ont brûlé. Ouais, c'est ça. Et que tu as quand même beaucoup de films qui ont réussi à être restaurés avec des copies obscures. Et c'est comme ça qu'on peut les préserver à la fois pour la culture et l'histoire. C'est ça. Et les jeux vidéo, c'est le même principe. C'est-à-dire Exactement. que le support physique permet justement de les conserver. Et en fait, le problème qu'a engendré Sony au fur et à mesure de leur existence, c'est qu'ils ont arrêté la rétrocompatibilité. Aussi, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis une bêtise, mais imaginons que demain, je veux jouer à Prince of Persia sur PS2. Excellent jeu. Excellent jeu. Je peux y jouer que sur PS2. Oui. Et la PS2, va la retrouver, quoi. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a des caches exprès, etc., des trucs d'occasion qu'on peut retrouver. Mais ça reste compliqué, sachant qu'en plus, la PS2, il y a les anciennes prises Péritel, etc. Oui, j'ai une PS2, c'est un enfer. C'est ça, voilà. Et en fait, ce qui fait que le médium du jeu vidéo est intrinsèquement éphémère. Oui. Ce qui fait que tu eu des offres avec justement le Game Pass ou le PlayStation Store qui permettaient justement de retélécharger ces jeux. Tu te dis, c'est une bonne chose. Sauf que, comme tu as dit, Sony, du jour au lendemain, peut dire, c'est bon. Oui. On n'a plus de place pour les gérer, ces jeux, on les efface. Ouais, mais comment on fait pour y jouer ? Ce qui va se passer, c'est que ça va entraîner une énorme vague de piratage. Bien sûr, mais de toute façon... Et là, le piratage va revenir, que ce soit pour les jeux vidéo, mais aussi pour les films. Oui, parce que là, tu regardes... Et les films aussi par rapport à tous les services de streaming, Netflix, qui perdent les licences toutes les 3 semaines. C'est ça. Et il y a plein de trucs qui sont plus disponibles. Mais très clairement, il y a des séries, des films qui ont été produits par Netflix, par Disney, etc., qui n'ont pas suffisamment marché et qui ont disparu au bout de quelques mois, quelques années. Le remake de Willow, je crois, sur Disney+. Ah oui, c'est vrai. Oui, celui qui a fait une saison, on dit « Oh putain, trop bien, elle a pas marché, elle est supprimée et on l'a plus vue sur Disney+. » Voilà. Elle n'existe plus. Donc ce qui fait que si tu ne l'as pas téléchargé, si tu ne l'as pas piraté, et si tu ne peux pas l'avoir. Et si ça n'a pas été édité en Blu-ray ou en DVD, ça n'existe plus. Qui est la majeure partie des séries et des films qui viennent de ces plateformes-là, parce que, quoi qu'on en dise, toutes les séries que vous regardez sur Netflix, quasiment toutes, que ça soit Stranger Things, qui est quand même le plus gros truc de Netflix, il n'y a pas de DVD ou de Blu-ray de Stranger Things. Donc il suffit que du jour au lendemain, ils se disent on n'en a plus les droits par rapport à
à la licence, que les Duffer Brothers se disent hop, là c'est bon, vous nous avez cassé les couilles Netflix, donc vous supprimez la série, et bon, on peut plus la voir. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que d'ici 20 ans, 30 ans, on sait jamais, Netflix, boum, disparaît. Bah, Stranger Things disparaît également. Et c'est-à-dire qu'il y a des films, moi il y a un film que j'aime particulièrement sur Netflix qui est Tic Tic Boom avec Andrew Garfield. Oui. C'est un film, moi je rêve qu'ils l'éditent en Blu-ray, qu'ils fassent une vraie édition Blu-ray, un vrai joli truc, etc. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas du tout. Ils l'ont fait pour quelques films un petit peu prestigieux, quoi, genre Roma d'Alfonso Cuarón. Les Cuarón, les Scorsese, voilà. Mais malheureusement, les Tic Tic Boom qui sont très bien, hein, c'est pas le souci, mais c'est juste que ça se vendrait moins qu'un. De toute façon, toute cette décision-là par rapport à Sony, déjà, vient du fait que, bizarrement, ça arrive quelques jours après que GTA 6 a dit qu'il n'y aurait pas d'édition physique. Alors, j'ai vu des gens se réjouir de ça. Je ne comprends pas ces gens-là, en fait. Je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir de la fin du format physique, parce que là, c'est la fin de la propriété des œuvres. Oui. Donc déjà, c'est un problème. C'est clair. Et c'est surtout que... je voulais dire quoi par rapport à ça ? Oui, GTA 6 donc, a annoncé la fin du support physique. Et ensuite, Sony a suivi le pas juste derrière. Oui. J'arrive pas à rebondir sur ce que je voulais dire. Alors, je vais rebondir sur un autre truc que je voulais dire. Vas-y. C'est que... Alors, désolé, c'est... Non, mais c'est parce que là, en plus, je regardais éventuellement si Frankenstein de Guillermo del Toro... Ça m'a perturbé. Ouais, 15% sur les 6 sauteuses. Mais je vais foncer dessus direct, c'est vachement important. Mais j'y vais tout de suite. Non, mais en fait, parce que je me demandais, est-ce que celui de Guillermo del Toro, le Frankenstein de Guillermo del Toro, est disponible en DVD ? Non, il n'est pas disponible en DVD ou en Blu-ray. C'est encore trop récent. Mais Ouais, mais c'est encore trop récent. Enfin, trop récent. Généralement, les DVD et Blu-ray, c'est environ 4 à 6 mois. Hein. Ouais, connaissant Netflix, c'est trop récent pour eux. Oui, non, mais... Et moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, Sony, ils ont changé la direction de Sony. C'est-à-dire qu'avant, c'était une filiale japonaise jusqu'en 2016. Et en 2016, c'est les Américains qui ont repris. Ah oui. Bizarrement, depuis les États-Unis, il n'y a pas eu grand-chose de cool qui ont été faites. Notamment la PS5, qui est un... Je suis désolé de le dire, c'est un énorme four, la PS5. Ah c'est une console que j'aime bien parce qu'elle est quand même sympa et tout. Elle est très cool. Elle est très cool, mais t'as pas de jeu. Sur le papier, il n'y a aucun jeu. Il y a que des jeux qui sont sortis sur PS5, PS4 parce qu'ils voulaient pas perdre le marché par rapport à ça. Ouais. T'as eu les prix qui ont été ultra gonflés par rapport au PS Store. Maintenant, à la fin du support physique, je crois qu'il y a eu d'autres trucs, mais je m'en souviens plus. Mais en fait, tu te rends compte que là, maintenant, ceux qui gèrent Sony, ce n'est pas for the players. C'est for the investors. Ouais, c'est ça. C'est que pour les investisseurs. Ah, mais de toute façon, c'est là ce qui s'est passé là avec le support physique, alors que ma première console de jeux vidéo ever, c'est une PlayStation. C'est la première PlayStation. Oui, PlayStation 1. Voilà, c'était mon grand frère qui l'avait acheté. Ton premier jeu ? Mon tout premier jeu, c'était mon frère qui l'avait acheté, c'est Wipeout. Ah, moi, c'était Croc. Oh, j'avoue bien. Moi, c'était Wipeout et après, je pense que ça a été... Ça va trop vite. Ah, mais vraiment, Wipeout à l'époque, j'avais 5 ans, je tape tous les murs. Mais tu vois, je pense qu'après, ça a été Final Fantasy 8, ça a été Crash Bandicoot, ça a été... Oh là, les jeux de vieux, quoi. Final Fantasy 8. Alors moi, j'avais Crash Bandicoot, Spyro, j'étais très bien. Bah moi aussi, mais j'allais le dire, tu m'as coupé. Spyro revient. Ah, mais il revient, c'est bon, oui. Il a été annoncé, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. Mais tu vois... Donc moi je suis un aficionados de PlayStation. Pour moi ils ont toujours fait les meilleures consoles avec les meilleures licences, etc. Je kiffe Sony. Mais là, le fait qu'ils arrêtent le support physique, pour moi c'est complètement rédhibitoire. Et pour moi je pense que la PS6, la PS5 sera ma dernière console PlayStation. Et moi je suis d'accord. Moi je suis pareil. Je pense que God of War Low-Face sera le dernier jeu que je vais acheter de PS5. Et après, quitte à passer en full démat, autant passer sur PC. Oui. Parce que les gens disent vous êtes con de passer sur PC, c'est full démat. Alors oui, mais les jeux coûtent moins cher déjà. Ouais, et t'as beaucoup plus de liberté. T'as plus de liberté et surtout tu peux facilement conserver les jeux avec toi. Oui, complètement. Et aussi, le jeu en ligne est gratuit. Oui. Parce que c'est payant sur Xbox et sur PS. Ah bah oui. Donc ça, encore une fois, ça fait 15 € par mois économisé, quoi. Bah oui, c'est ça. Et 15 € par mois, tu peux t'acheter 2-3 petits jeux sur Steam. Bah c'est ça, quoi. Donc à un moment donné... Donc bon, voilà. Quitte à passer full démat, ils ont gagné, hein. Ah ça, ils ont gagné. Ah voilà. Donc, oui, parce que les investisseurs étaient contents de Sony. Ah bah mais je revenais sur GTA 6. GTA 6, les investisseurs étaient pas contents. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Ça coûte pas assez cher. Oh putain. Le jeu GTA 6 ne coûte pas assez cher. C'est pas genre un budget d'1 milliard ? Oui, non, mais l'édition standard va coûter 80 $. Putain. Et donc les gens ils sont pas contents. Ah bah non, l'édition standard doit coûter 100 $. Et l'édition ultime 120. Oui, bah bien sûr. Non, va te faire foutre. Non, mais encore une fois, c'est que. Alors, c'est vrai qu'on en parle peu, mais c'est vrai qu'on a très envie de parler de jeux vidéo aussi, parce que c'est un sujet qui nous touche et qu'on est très jeux vidéo nous aussi. Oui, clairement.
Donc, deux débiles parlent de jeux vidéo, ça pourra arriver un jour, on ne sait pas. Si ça vous intéresse, dites-le nous. Voilà. Parce que en ce moment, le secteur du jeu vidéo va très mal. Ça va très mal parce qu'on n'a pas parlé de Xbox qui licencie à tour de bras toutes les semaines. Là, ils ont licencié 3200 personnes. Ah bah oui, non mais j'ai... Ils vendent des studios, ils les font, c'est vraiment n'importe quoi. Ah bah j'ai un ami qui travaille à Arkane. Ah bah là, c'est compliqué. Là. Oui, bah il m'a rien dit, hein, évidemment, il garde tout très secret. Sûr, mais je pense qu'ils se chient tous un petit peu dessus, on va pas se mentir. Donc là, ça va très mal. Et en fait, ce qui est dangereux... par rapport à tout ça, c'est que ce soit la fin du support physique à la fois pour les jeux vidéo et le cinéma, c'est que ces deux arts, je répète, ces deux arts deviennent du luxe. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accessibilité à la culture, à l'art, deviendra un truc de luxe. C'est ça. Et ça, on ne veut pas. Mais non. Parce que ça fait très... Non, mais démission, on veut pas. Mais c'est Macron, bien. explosion. Mais je suis d'accord. Enfin, c'est pour moi, la culture doit toujours être accessible, constamment. Faire en sorte que tu puisses regarder des films de manière facile, que tu puisses jouer à des jeux de manière facile, parce que le jeu vidéo est un art de toute façon. C'est un art ludique, mais c'est un art quand même. Et de manière... Et pas un art pudique. Allez. Donc, tu as bien réussi. J'ai tenté une Arnaud. Ah non, j'ai tenté une Arnaud. Franchement, tu l'as très bien réussi. J'ai tenté une Arnaud. Non, elle était très bien. Mais voilà, donc c'est pour dire que là, ce qui se passe avec Sony, avec le Blu-ray et avec la fin du physique, va pas seulement impacter le jeu vidéo, mais va aussi impacter le cinéma et les séries. Et c'est un énorme problème. Et donc c'est pour ça que n'hésitez pas, si vous le pouvez, à faire en sorte de conserver vos films et vos séries en non pas du tout en dématérialisé, mais en tout cas... mais t'as compris le message. Non mais en physique, faites en sorte de le garder ça parce que c'est hyper important pour justement notre histoire, l'histoire de notre culture, enfin de la culture de manière globale, c'est primordial. Parce que sinon, ces gens-là, ces investisseurs, ces personnes-là s'en foutent. Ils s'en foutent de la culture. De nous. Ils veulent juste de la thune, c'est tout. Ils sont juste dans un moyen de production et de consommation rapide où tu peux regarder un film et l'oublier 2 heures après. Jeux vidéo, c'est pareil. Et c'est pas ça qui fait avancer le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, vraiment, nous, on est pour une préservation de la culture, une préservation des jeux vidéo, une préservation des films. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est très important. Il y a plein de trucs sur Internet pour le faire. Plein de tutos. Donc, n'hésitez pas. Discours de gauchias. Oui. On va pas parler politique. Si, la culture c'est politique. Bon, l'autre news. Donc là, c'est un peu moins énervant quand même, on va pas se mentir. C'est un peu moins énervant parce que ça peut emmener peut-être des choses un peu intéressantes, mais le processus de création de ce phénomène m'énerve un tout petit peu. Oui. Je l'ai bien dit. Oui, franchement, tu l'as très bien tenu. J'essaie d'articuler un petit peu plus. Non, mais c'est très bien. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant la voix off de ma vidéo sur Spider-Man 3, spoiler, je n'arrive pas à dire les R. Ah bon ? J'ai vachement du mal à prononcer les R. Ah ouais. Alors là, je dis R. Oui, là, tu R. Oui. Je dis R, donc ça passe. Oui. Mais quand je parle de manière fluide et normalement sans bégayer, les R, j'ai du mal à les dire. Oui, mais après, je pense que c'est nous aussi, enfin toi comme moi, on a un peu ce côté où bon, ça aurait été bien qu'on voit un orthophoniste, tu vois. Oui, c'est très bien. Parce qu'on sent qu'on bafouille un petit peu, qu'on mâche un peu nos mots, quoi. Mais non, mais c'est bien que tu puisses un peu plus articuler. C'est très bien. J'essaye. Je suis fier de toi. Bah, c'est vrai que le podcast m'aide. Voilà. Ah, le podcast, ils m'aident vachement articulé. La descente d'organes commence. Putain de merde. Bref. Alors, désolé, on est un peu fatigué, mais Moins que d'habitude. Plus que d'habitude. Je t'avoue, je sais plus maintenant. On est plus en colère parce que l'Argentine a gagné. Aussi. Alors que l'Égypte menait 2-0. L'Égypte menait 2-0 et genre en 15 minutes, ils ont mis 3 buts. C'est en fait. Mais c'est honteux. Heureusement que c'est pas Messi qui a marqué les 3 buts, hein, parce qu'il aurait pu faire pas content, triplé. Ah bah, c'est ça. Putain. Ah la vache. Allez les bleus. Allez les bleus. C'est quoi un hors-jeu ? J'en ai aucune idée. Ah, ce film était si bien. C'était trop bien. Foncez voir Team Queen, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Vraiment, ça fait du bien. Film d'animation français ouais. Qui en plus
en plus d'être drôle, est extrêmement politique et très radical dans son point de vue aussi. Et ça le fait du bien. Ça le fait si bien. Ça fait du bien d'avoir un point de vue un peu plus radical comme dans le cinéma. C'est cool. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, c'est très chouette. Tout à fait. Et donc, la deuxième news, c'est que suite à l'énorme succès de Backroom, donc de Ken Parsons dont on a parlé au podcast dernier, Hollywood s'est dit « Ah bah tiens, si on veut faire en sorte que nos films fonctionnent bien, on va essayer de capitaliser sur des jeunes réalisateurs qui ont de l'avenir et qui ont des idées. » Pas du tout. Alors non. Pas du tout. Ils ont dit on va capitaliser. Ça, ce serait dans un monde idéal. Voilà. Mais sauf qu'on est dans un monde de merde. Et Hollywood s'est dit bah non, on va capitaliser sur les creepypasta comme les backrooms et on va essayer d'adapter tous les trucs d'internet, les histoires de creepy d'horreur d'internet qui font peur. On va les adapter au cinéma. Ce qui fait qu'il y a 3 projets qui ont été annoncés. Donc Siren Head. En gros, c'est un Tête géant. de sirène. C'est un géant qui a des projecteurs de son Des sur sirènes, sa tête, ouais. Des sirènes quoi. Ouais, des sirènes et donc ça fait un peu comme le son de Silent Hill si on veut un peu. Et ça, c'est pour annoncer un peu les trompettes de l'apocalypse. C'est nul. Enfin, franchement, voilà. je trouve ça nul. En fait, juste quand tu le vois une première fois en court-métrage, c'est un peu sympa parce qu'il y a un visuel qui est cool, mais tu vas pas créer 36 milliards de trucs dessus. Oui, non, voilà. c'est pas comme les backrooms où tu as vraiment une vraie possibilité de créer un vrai univers. Voilà. En plus, avec les meilleurs des backrooms, tu peux faire une anthologie de malade mental. C'est ça. Mais là, c'est Siren Head. Donc voilà, avec donc un film, donc Siren Head qui est actuellement en écriture en développement chez Warner, donc coécrit, donc réalisé par Brian Duffield que je ne connais pas, qui a fait un film qui s'appelle Wellfall, je connais pas du tout, mais avec Zach Cregger, le fameux, donc qui a fait Weapons, qui est en train de faire Resident Evil actuellement, pour coécrire le script. Donc voilà, ça c'est le premier. En vrai, pourquoi pas pour Zach Cregger ? En vrai, moi, tu vois, c'est que j'ai été très critique envers son Weapons, mais il a quand même quelque chose. Il a quelque chose à partager. Je me dis, voilà, je me dis, s'il y a Zach Cregger là-dedans, why not ? Pourquoi pas ? Après, il y a un film, Mandela Catalogue. Ça, je connais pas. Voilà. Alors, c'est un truc YouTube, une série YouTube un peu chez père. L'image me plaît pas du tout. Ah, mais ça fait un truc un peu creepy qui utilise une esthétique un peu VHS, vieux. Ouais, mais là, l'image, là, j'aime pas. Mais c'est fait pour être creepy. Donc, en vrai, la vidéo fait le dupe est très cool sur ça. Mais voilà, il va y avoir un film, Mandela Catalogue, avec à la production Steven Spielberg. Bon, il va juste mettre son nom pour oui, dire voilà. j'ai produit. Voilà, c'est ça. Avec Alex Kister. Donc oui, parce que encore une fois, Kister. on peut souvent dire que les producteurs peuvent avoir une influence et tout. Non. Oui, voilà. En vrai, non. Donc, Alex Kister, qui est justement le créateur de Mandela Catalogue. Bah, ça, pourquoi pas ? Ça, pourquoi pas ? C'est là où Hollywood aurait dû avoir la jugeote, c'est de se dire que on va donner la possibilité à de nouveaux réalisateurs qui ont une connaissance de la culture internet pour proposer de nouvelles choses. Ouais, voilà. Donc ça, pour Mandela Catalogue, pourquoi pas ? Voilà. À la limite de la limite de la limite. Voilà. Et il va avoir un film VHS, donc ça c'est un peu le truc anthologique qui se fait pas, je crois que c'est sur Netflix, qui va être basé, il va avoir un nouveau film VHS basé sur la Fondation SCP, l'univers de la Fondation SCP. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ça se trouve. Alors je vois ce que c'est, mais pas en détail. C'est en gros, c'est un truc internet, un peu comme les backrooms avec les différents styles d'étage, c'est-à-dire que c'est un énorme univers avec, en gros, c'est une fondation qui s'occupe de contenir un peu les monstres, les trucs un peu paranormaux de notre monde, en gros. Ça, en vrai, le principe, pourquoi pas ? Oui. Dans le vrai, principe, t'as des pourquoi trucs pas ? intéressants, t'as des trucs un peu fun. Mais tu peux t'amuser avec. Voilà. En fait, c'est qu'encore une fois, c'est que quand tu exploites un univers qui est exploitable. Oui, voilà. Logique. Pourquoi pas ? Mais bon, là, pour Siren Head, enfin, même le principe, même pour Mandela Catalogue, je dis putain, vous avez pas compris ce qu'il faut faire, quoi, les gars. Ouais, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que il y a donc une envie de produire vraiment, comme fait Hollywood, c'est-à-dire des IP, des licences, et se dire, ah bah tiens, on va exploiter des licences internet, et voilà, quoi. Et puis encore une fois, ça va être que des films d'horreur, parce que encore une bien fois, sûr, c'est ce qui fonctionne aussi sur internet. Je veux bien backroom comique. Non mais c'est vrai, c'est encore une fois, à chaque fois on a des trucs en mode horreur et tout. Alors je sais que l'horreur c'est un genre qui marche vachement. Ah bah bien sûr. Mais putain, faites une comédie quoi. On en parlera avec Evil Dead, mais ça me fait penser. Tout à l'heure, j'ai vu une interview où tu as Tom Holland et Robert Pattinson qui se faisaient interviewer par rapport à l'Odyssée et les voir interagir ensemble. J'ai dit,
Mais faites un buddy movie. Faites un buddy movie. On manque de comédie, putain. Ah, mais oui. Il nous en faut. Ah, mais c'est clair, ce serait tellement. Mais des vraies bonnes comédies, tu Ouais, vois. Vraiment. faites un style The Nice Guys avec Tom Holland et Robert Pattinson. Ah, ce serait cool. Ce serait tellement. Ah, j'aimerais tellement. C'est le même de Chris Pratt. Avec. Ah, putain. Et j'aimerais bien voir les mecs de Lonely Island, genre Andy Samberg, etc., à l'écriture et à la réal. Mais ouais, putain. Ce serait très rigolo. Mais bref, voilà. On part Tout ça sur pour dire que Hollywood Voilà. Comme d'hab, Hollywood aime exploiter des IP, des licences. est réfléchi à l'envers, en fait. Voilà. Et se dire, est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de prendre des gens qui ont une vraie vision, etc., pour faire le truc. Et donner une chance même à des gens qui veulent faire leur preuve, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent faire ça pour Mandela Catalogue, j'ai l'impression. J'espère. Mais voilà, en tout cas, à voir ce qui va être fait. Voilà, c'est... Moi, comme j'avoue, j'étais réticent par rapport à Backroom quand ça a été annoncé. Ouais. Je vois le film final, je me dis, en vrai, Oui. C'est pas parfait. Oui, non, Mais en vrai, pourquoi pas. En vrai, oui. Mais là, pour le coup, ouais, je reste quand même dubitatif, quoi. Oui, moi aussi, je reste un peu dubitatif. À voir en fait ce qu'ils vont en faire, c'est toujours un peu compliqué et surtout, ça dépend toujours en fait de la liberté créative qu'on donne aux réalisateurs et aux scénaristes par rapport à ça. C'est toujours ça le plus compliqué. Bah oui, c'est clair. Donc voilà. Alors oui, vous l'avez constaté avec les précédents épisodes, mais on a oublié les intros. Oui, non, clairement. C'est chiant. C'est en vrai, c'est cool à faire. Ah, j'adore l'idée. C'est cool à faire. Bon, c'est un plagiat de Caméflex. Et quand je suis passé, parce que oui, je suis allé chez Caméflex, on m'a fait le reproche. Alors, à raison. Je disais effectivement que c'était pas exactement pareil parce que leur introduction était toujours en début d'épisode. Oui. Nous, ça introduisait chaque film, donc on Oui, pouvait voilà. en faire 2 voire 3. Voilà. Et on avait aussi cette idée que chaque intro doit vendre le film, ou Oui, est relié c'est ça, au film. Et bien eux, ils sûr. sont partis un petit peu dans d'autres univers, quoi que ce Oui, soit. c'est ça, ils partent un peu dans leur délire, j'ai Voilà. l'impression. Sauf que c'est trop. C'est Voilà. cool à faire, mais c'est trop long. C'est juste qu'en fait, l'idée des intros, elle est super. Moi, je la trouve très rigolote et ça nous fait marrer quand on écrit les trucs. Ah bon, mais c'est vrai que... Déjà bah, qu'on ça- prépare les émissions 10 minutes avant. Voilà, déjà de base. Et c'est vrai que on n'a pas le temps à chaque fois de Ah les ouais. faire. Et parfois, on est en mode putain, mec, j'ai pas d'idée. Bon, vas-y, on fait un psy. Ouais, vas-y. Vas-y, on fait un psy, ça passera. Ah putain, c'est horrible, c'est trop ça. Vraiment, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 intros, c'était un psy, tu vois. Vraiment, on a. Ah putain de merde. Ah non, mais c'est parfois juste, on n'a pas l'idée, on fait allez, vas-y. Ouais, si c'est bon. Donc, c'est vrai que on a, voilà, on aime bien les faire, mais c'est vrai qu'on manque de temps malheureusement. Et malgré que, ouais, j'adore l'idée. Oui, Quand l'idée quand t'as partagé l'idée, j'étais, mais elle est trop bien cette idée, elle est trop cool, tu vois. On fera ça de temps en temps. Oui, on en fera de temps en temps. On se dira si on a une idée pour un film. et Si tout, on a une le fera. vraie idée, pourquoi pas. Voilà, ça sera sympa. Le film du jour, la première grosse sortie de ce mois de juillet qui est très très dense. Oui. Sorti le 1er juillet en salle, le deuxième film du DCU, Supergirl. Supergirl. Qui se fait laminer par tout le monde. Ah oui, c'est un délire. Alors, C'est un désastre. c'est catastrophique comment ils s'en prennent plein la gueule. Alors, On va revenir là-dessus, Oui, bien sûr. évidemment. Nous allons partager notre avis, mais François, est-ce que tu veux commencer? oui, alors c'est un film donc réalisé par Craig Gillespie, je sais pas comment on le dit précisément. Qui a un CV... Il a fait Cruella, Il a fait Cruella, Aetonia. voilà. Ah, il a fait le remake de Fright Night. Voilà, c'est pas... Voilà, il a un CV qui Il sait faire quoi. il sait faire. C'est un bon faiseur, c'est un bon réal. Enfin, Alors, voilà. c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un faiseur ou un auteur? Parce que Aetonia Oui. et Cruella auraient pu avoir des thématiques qui se ressemblent, qui se rassemblent. J'ai pas l'impression que ce soit... voilà. Oui, bon, en tout cas, voilà. La question se pose. C'est des films qui se tiennent bien, voilà. Et écrit par Anna Nogueira, qui a voulu essayer d'adapter le comics Women of Tomorrow. Spoiler, c'est un échec. Pardon. Pardon. C'est compliqué. Donc Anna Nogueira, qui a écrit notamment pour pas mal de séries comme Vampire Diaries, Blacklist, qui avait écrit aussi pour Teen Titans. Là, t'es sur les actrices, là. Ah merde, pardon, excuse-moi. La scénariste, voilà. Ah, pardon. Alors, mais- qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit notamment donc Supergirl, elle a écrit et c'est passé son premier. Elle a écrit un film qui s'appelle Dan and Sam mais que personne ne connaît.
Et son premier gros film, donc c'était Supergirl en 2026, et avec Millie Alcock qu'on a vu dans House of the Dragon, et Matthias Schoenaerts, donc Schoenaerts, je sais pas comment. Qui est belge, je crois. Qui est belge, qui avait tourné dans pas mal de films avec. Qu'on a tous connu avec De Rouille et d'Os. De Rouille et d'Os, voilà, je cherchais avec Marion Cotillard. Bon film. Voilà. Alors, très bon film. Et Yves Ridley qui joue un peu le personnage de la jeune fille. Et donc le Supergirl, donc c'est un film qui est dans l'univers du DCU, donc qui a été lancé par notamment Superman, Tout à fait. mais aussi la série Créature Commando. Créature Commando, merci. Et donc Et Peacemaker. Ah, et Peacemaker aussi, j'avais oublié. Et en août, il y aura Lanterns. Putain. Et en octobre, il y aura Clayface. Ça, je suis déjà saoulé. Trop de choses. Il y a trop de choses, je suis déjà saoulé. Et donc c'est le deuxième film vraiment du DCU où on suit donc Supergirl qui est la cousine de Superman, Kara, et qui donc contrairement à son frère, elle est arrivée beaucoup plus tard sur Terre. Elle a vraiment quitté Krypton beaucoup plus tardivement et donc n'a pas la même expérience de la vie. N'a pas la même expérience de la vie, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus désabusé, plus énervé aussi par rapport à la vie, par rapport aux gens, plus misanthrope aussi de manière globale. Et elle a vraiment comme seul véritable ami son chien, Crypto. Oui, voilà, qui est trop mignon comme d'hab, qu'on a vu dans le premier Superman. Mais sauf qu'à un moment, il y a des méchants qui arrivent et qui s'en prennent au chien et qui lui foutent un venin dans la gueule. Attends, t'es en train de dire qu'il est empoisonné. Et donc le chien est empoisonné. Et elle a que 48 ou 72 heures pour sauver son chien. Donc voilà. L'idée en elle-même de base, je la trouve sympa. C'est un truc qui, au final, je trouve que c'est intéressant. Je suis désolé, mais vendu comme ça, je comprends pas comment James Gunn a pu valider le script. Oui, voilà, mais voilà, donc... Parce que ça, on va revenir aussi là-dessus. On va revenir aussi là-dessus. Et donc, voilà, le film est sorti le 1er juillet, il s'est un peu fait démonter. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, ça va me permettre, parce que j'en ai parlé dans l'épisode de Camille Flex dans lequel j'ai été invité, donc je vais pouvoir revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, donner un petit peu plus de détails, mais en gros, je vais pas énormément changer mon opinion sur le film. Moi, je trouve que le film se fait incendie pour rien. Je trouve que les gens sont excessivement durs avec lui. Oui. Même si le film est très loin d'être un chef-d'œuvre, c'est d'un classique à fuck. C'est ça. Et que quand on compare avec le comics original, c'est honteux, parce que Woman of Tomorrow, c'est coloré, c'est vivant, c'est complexe, c'est intense, c'est ouf. Et là, pour le coup, c'est surclassique, mais très marron. Très marron, c'est vraiment, encore une fois, on nous a vendu des univers différents, des artistes et des techniciens, des scénaristes qui vont créer leur propre univers, leur propre vision des choses. J'ai pas l'impression. Ça ressemble vraiment au pire truc des Gardiens de la Galaxie. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est son plus gros problème. C'est que pour moi, tu sens trop la patte James Gunn dans le film. Ouais. Alors les gens disent que pas forcément. Si, tu ressens trop la patte James Gunn. Un peu trop, ouais. Mais au final, j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Oui. Je trouve que c'est dans la moyenne. Alors, c'est pas non plus un gage de qualité, encore une fois, mais je veux dire que c'est pas l'étron qu'on pense. Il y a des choses qui sont quand même chouettes dans la mise en scène, dans le casting, qui est pas... je trouve que Millie Alcock, elle est trop bien. Oui, elle est super. Elle est très bien dans le rôle. Elle est très très bien. Elle est très très bien dans le rôle, c'est juste que l'histoire en elle-même lui permet pas d'avoir une énorme palette de jeux, sauf au moment des flashbacks. Oui. Donc ça, on va en parler après. Oui. Mais le reste, le méchant, tout le monde dit qu'il est nul. Vous avez pas vu les autres films de super-héros. Oui, clairement, oui. Mais surtout que les gens qui disent que c'est le pire film de super-héros jamais réalisé. Non. C'est mieux que Wonder Woman. Je suis désolé. Alors, je dirais que c'est au même niveau que Wonder Woman. Personnellement. Wonder Woman, j'ai trouvé, mais... c'est surclassique, zéro identité. Et pour moi, c'est encore plus dommageable que Supergirl parce que Gal Gadot. Ouais, j'avoue que Gal Gadot... elle ne sait pas jouer. Elle ne sait pas jouer. Elle joue pas terrible. Tu vois, on parlait de... je sais plus avec qui on parlait de nos Némésis au cinéma. Ouais. Je pense que nous, c'est Jared Leto et Gal Gadot. C'est nos deux Némésis. Ah ouais, non, mais parce que vraiment, deux acteurs, une qui est quand même vraiment
pas très bonne, et un qui était bon avant, Qui était bon avant, qui ne l'est plus. qui ne l'est plus maintenant. Et les deux sont méga problématiques. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que le film, au final, ne m'a pas déplu. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes à en tirer. Mais c'est juste que pour moi, il souffre de cette interconnexion avec le DCU. Ça me dérange pas qu'il soit pas connecté au premier film Superman, au contraire. Ouais. Mais c'est juste que tu sens que James Gunn a trop la main mise dessus et qu'on aurait dû laisser Greg Galepsi faire sa propre vision du film, Ouais. voire même retravailler le script. Parce Ouais. que c'est basique as fuck. On n'est pas trop engagé émotionnellement parlant. En termes de mise en scène, il y a 2-3 idées dans les scènes d'action qui sont cool, mais globalement, c'est pas dingue. Ouais. La musique, c'est générique, voire même inexistant, avec des needle drops, c'est-à-dire des musiques pop. Ça a été la spécialité de James Gunn. Oui. Et là, ici, ça ne marche pas. Non, Il n'y ça en a marche pas aucun du tout. qui marche. Et alors que celui de la bande-annonce marchait bien. Oui. Mais là, ça ne marche pas. Et au final, t'en ressors, tu te dis, ouais, c'est ça, c'est mid. Oui. Et c'est dommage de se dire que on nous vendait un DCU vraiment avec des vraies visions et on essaie de pas refaire les mêmes erreurs que le MCU. Là, on replonge en plein dedans. Ouais. Et en fait, même si je n'ai pas détesté le film et que je ne l'ai pas en horreur, en fait, ça me saoule. Ouais. Ça me saoule, en fait, les films de super-héros. Et que moi, le seul qui me hype, c'est The Batman 2. Ah, The Batman 2. Parce qu'il est vraiment à l'écart de tout ça. Ouais. Ah, je pensais que tu allais dire Clayface. Et Clayface aussi un petit peu. Ouais, même mais si tu c'est vois, pas vraiment un film de super-héros. c'est pas vraiment un film de super-héros, mais moi j'ai peur de revoir un Joker bis. Ouais. Et j'ai peur de voir que James Gunn, il va flipper à cause des résultats de Supergirl et il va essayer de mettre la main dessus, tu vois. Ouais. Et moi je pense qu'il faut assumer les visions. Assumer les visions. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Et toi? Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense vraiment pas que c'est le pire film de Non. super-héros qui existe. Très clairement, quand on a vu Morbius, quand on a vu Madame Web, les gars, Oh ouais, non, mais, vous vous plaignez de Supergirl, mais Madame Web, c'est 10 fois pire. C'est ignoble. C'est 10 ignoble. fois pire. Déjà, le méchant, alors que c'est Tahar Rahim, hein, quand même. Faut le faire, Ouais. Faut le faire. Faut faire, ils ont réussi à faire mal jouer Tahar Rahim et en plus, ils l'ont mal redoublé. Et ça, faut le faire. Et ça, putain, tu dis, techniquement, c'est quand même Ça, c'est abusé. fort, hein. Donc vraiment, Madame Web, c'est quand même vraiment catastrophique. Vraiment. Pour moi, Madame Web et Catwoman aussi. Catwoman, c'est les deux pires films de super-héros Oh là 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 que là. j'ai pu voir avec... Ah putain, je suis sûr qu'il y en a un troisième qui pour moi est une insulte, mais j'ai plus en tête. Oh bah Suicide Squad, Justice League. Ah, Suicide Squad, oui, bah voilà. Oui. Voilà, Suicide Squad, celui de le premier. Hein, De David pas- Ayer. Voilà, pas celui de James Gunn qui est très bien. Si, moi je l'aime bien. Il est sympa. Oui, moi je le trouve cool. Le Suicide Squad, le premier de David Ayer. Justice League de Joss Whedon. de Joss Whedon. Catwoman et Madame Web sont des films bien plus problématiques dans plein de points Par plein que d'aspects. Supergirl. Ah ouais. Vraiment. C'est juste parce que vous aimez exagérer et dire que c'est le pire film existant pour faire des vues sur Twitter, pour faire des vues sur YouTube, mais c'est vraiment pas le pire. Et je pense aussi que c'est parce que c'est une meuf au premier Oui, plan. j'allais faire mon wokiste, hein. Désolé, mais encore une fois, bah oui, c'est une femme dans le rôle principal. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oui, c'est clair. Mais vraiment, Ah non, mais franchement, vraiment. putain. Surtout que c'est un bon casting. Oui. Elle joue bien. Elle a une palette de jeux qui est hyper intéressante et que Et elle correspond bien à Supergirl. elle correspond bien à Supergirl. Oui, bien plus que la Supergirl dans la série télé qu'on a vue. Ah, j'aimais bien Melissa quand même. Oui, elle était cool, mais en fait, elle était... c'était pas le personnage de Elle Supergirl. était un peu plus aseptisée. Bah oui, elle était, c'était la gentille fille. Oui, tu c'est vois, ça, voilà. C'était une Clark Kent au féminin. Alors tu que Supergirl, justement, c'est tout l'inverse. C'est quand C'est même une quelqu'un bourrin. qui est très complexe et c'est plus une anti-héroïne qu'une vraie héroïne. Quoi. Voilà. Et c'est En tout ça cas, que- elle met du temps avant d'être à l'égal de Superman. Quoi. Voilà. En termes d'aura. Hein. Voilà. Et personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a quand même plein de choses qui m'ont gêné. Déjà, la première chose, c'est la mise en scène, elle fonctionne à peu près, mais je trouve qu'en termes de décor, ça manque énormément de variété. On est beaucoup sur le truc un peu bidonville, un peu machin, un peu planète garage, tu sais, un peu dégueulasse. Bah, Star Wars, quoi. Ouais, mais encore, Star Wars, t'as de la variété sur les Oui, c'est planètes. Là, tu l'as pas vraiment. Quand tu vois le matériel de base et que tu vois aucune des couleurs déjà des Oui. univers différents et de voir que ça manque de variété et de diversité, comme tu dis, c'est dommage. Quoi. C'est un film dommage. que je trouve que visuellement n'est pas très beau, je trouve. Non, c'est pas beau. C'est pas très beau. Il y a des idées dans la mise en scène. Oui, La scène du bus, la notamment. scène du bus, c'est cool. Et la scène finale de combat, il y a 2-3 idées où moi j'étais Oui. en mode
Ah oui, Oui, c'est voilà. sympa. Oui, ça c'est cool. Il y a des trucs de baston où tu fais tu sens vraiment la pleine puissance de Supergirl. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais oui, c'est génial que c'est pas comme le Superman de James Gunn qui, même si c'est critiquable sur beaucoup de points, il y avait au moins une vraie identité visuelle. Clairement. Il y avait des vrais choix en termes d'objectifs, de distance focale, de couleur aussi. Alors, on peut critiquer, et c'est justement ça qui fait l'âme de la vision d'un chef opérateur ou d'un directeur, d'un réalisateur plutôt, c'est qu'il y a une vraie identité. C'est ça. Et vas-y. Non, mais toi, vas-y. Et je trouve que là, il y a eu quand même pas mal de publicité un peu sur Supergirl pour dire ouais, c'est un film punk, tu vois. C'est punk et jouissif. Et je suis désolé, mais Superman est plus punk que Supergirl. Bah, c'est tout ce qui fait l'âme du film de James Gunn, justement. Oui, c'est le ça. côté punk. C'est le côté pop-punk, un petit peu, comme ils le disent avec la BO, mais surtout par rapport au message qu'il veut dégager, qui est justement à contre-courant de la société actuelle et du marasme actuel, c'est-à-dire vraiment dire on est pour un personnage optimiste, humain, qui essaie de voir le meilleur de l'être humain. Supergirl ressemble à plein de films de super-héros un peu anti-héros qu'on a déjà vu, je sais pas combien de fois. Donc, au final, il est dans les carcans qu'on voit depuis 10 ans. Donc, surtout que la psychologie de Supergirl n'est vraiment pas inintéressante dans le film. Du tout. Au contraire, c'est qu'il y avait vraiment un potentiel et de faire l'opposé de Clark Kent, justement, par rapport à ça, en disant que, lui, il voit le bon en tout le monde. Moi, c'est l'inverse. Alors, malheureusement, c'est ce qu'ils ont un peu fait avec Lois Lane. Donc là, tu as des petites redites par rapport à ça. Mais c'est surtout par son rapport à Krypton. Oui, voilà. C'est ça. Pas Krypton, Krypton. Krypton, la planète. Oui. Parce qu'on a des flashbacks où là, on comprend un petit peu ce qui s'est passé. Oui. On a un peu les origines du truc. Très clairement, Supergirl, pour moi, Supergirl est un film beaucoup plus intéressant quand il s'intéresse à ses flashbacks. L'histoire de base, parce qu'en plus, je parle du fait que c'est Supergirl qui veut essayer de sauver son chien. Moi je comprends le délire, il y a aucun problème, je comprends qu'on veuille sauver son chien. Oui, mais évidemment. Mais tu fais pas ça en premier film. C'est surtout que le truc, ce qui est amené aussi, c'est que Supergirl est accompagnée donc d'une jeune fille dont les parents ont été massacrés par les méchants qui ont empoisonné le chien de Krypto. Empoisonné. Et le truc, c'est que cette gamine est insupportable. Je suis désolé, j'ai rien contre l'actrice, mais son personnage n'est pas intéressant, il n'est pas drôle, il n'est pas touchant. Je n'ai aucun affect pour ce personnage. Et surtout, c'est qu'elle pique un petit peu l'évolution scénaristique qu'aurait dû avoir Supergirl. Oui. Parce qu'en fait, vu que c'est presque elle, le personnage central de l'intrigue, et en gros, c'est Supergirl qui s'immisce dans son intrigue à elle. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment un film concentré sur Supergirl presque. C'est que c'est plus sur le parcours de la fille. Alors que si tu avais changé la structure du film en faisant une vraie origin story à Supergirl, en commençant par tout ce qui se passe sur Krypton. Ensuite, tu l'emmènes à voir justement sa déchéance en disant que, en fait, elle se bourre la gueule parce qu'elle ne se sent pas chez elle, elle se sent en inadéquation avec la Terre. Donc là, tu fais une sorte de première partie plus origin, et à la fin, tu l'as... Putain, mais je te refais le film en fait. C'est con, mais on en a discuté. Oui, c'est ça, mais tu refais la structure du film, t'en fais un meilleur film. Mais de toute façon, pour moi, de base, on aurait dû rester beaucoup plus sur Krypton, beaucoup plus sur l'aspect familial, extraterrestre, etc. Sur le fait que Supergirl ne se sente pas bien sur Terre, etc. Et créer un vrai enjeu par rapport à ça. Et pour moi, le final du film aurait dû se passer sur les ruines de Krypton. Oui. Parce que Krypton a explosé, mais il y a quand même une sorte de cité un peu qui a réussi à survivre. Mais malheureusement, la cité s'est effondrée, je vous dirai pas comment. Mais j'aurais aimé que la fin se passe là. Ça aurait eu un sens symbolique et thématique extrêmement fort pour Supergirl. Et que Supergirl serve un petit peu de mentor, on va dire, et soit obligée d'être un peu la mentor de la petite. Je comprends la logique, mais au final, j'aurais aimé avoir quand même plus d'évolution du personnage de Supergirl, et je trouve qu'au final, les dialogues fonctionnent pas très bien, les vannes tombent un peu à plat en termes de rythme et tout. C'est surtout cette manie de se dire que tu as James Gunn qui a dit on n'a plus besoin des origines des héros. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est le plus gros défaut de Superman de James Gunn, c'est que je demande pas à ce qu'on ait 20-25 minutes d'origine de Superman,
Mais quand tu vois le début, c'est un texte qui explique ce qui s'est passé, Ouais. c'est non. Tu peux faire une sorte de flashback, un journal télévisé qui explique un petit peu ce qui se fait de manière logique, diégétique et naturelle. T'as pas besoin de... Voilà. Et c'est comme la mort de l'oncle Ben dans la nouvelle trilogie Spider-Man de Tom Holland. Oui. On la voit pas. Non. Et pour moi, c'est quand même un pivot majeur pour le personnage. Bah, et que même si on sait ce qui s'est passé, même si on connaît l'arrivée de ces personnages, il y a tout un nouveau public qui arrive à chaque fois qui, eux, ne sont pas forcément au courant. Oui, c'est ça. Et c'est surtout que nous, si on veut s'attacher à ces nouvelles itérations, eh ben, on a besoin d'avoir ces origines-là. Ouais, mais tu as d'un autre côté, est-ce que tu dis la même chose pour The Batman ? Ce Batman, moi, je trouve, j'en avais besoin quand même, mais là, pour le coup, c'était fait de manière plus logique, je trouve, en termes d'écriture. Oui. Et peut-être que c'était moins besoin, mais quand même, je suis désolé, même The Batman, on aurait pu avoir les origines aussi. Oui. Mais c'est sûr que la mort de Martha et de Bruce Wayne, Thomas Wayne, on n'a pas besoin de les voir 15 000 fois, on a compris, mais encore une fois, ça reste important. Bah, je suis assez d'accord pour moi, surtout que, encore qu'on te dise, on va pas faire les origines de Spider-Man, Superman et Batman. À la limite, je peux encore comprendre la logique, à la limite, parce que tout le monde les connaît, etc. Même si t'es un nouveau public, généralement, tu connais. Mais Supergirl, c'est un personnage qui, même s'il est connu, est beaucoup moins connu que Superman. Tu la connais juste parce que t'as des gens qui peuvent se dire que c'est la sœur, tu vois, mais non, c'est la cousine, tu vois. Et au final, se dire, ce serait bien d'avoir ses origines, d'expliquer, de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Et surtout qu'ils le font, mais en mode flashback, c'est-à-dire que t'as un enchaînement de flashbacks disséminés dans le film. Mais ce qui fait que, moi, comme tu dis, j'étais plus intéressé d'avoir la suite du flashback que l'histoire en elle-même. Ah, mais complètement. Alors que si tu avais commencé par les flashbacks pour avoir justement de l'empathie pour Kara et comprendre un petit peu son cheminement, de la voir se bourrer la gueule à chaque fois et d'arriver vers les soleils rouges où elle ressent les effets normaux de l'alcool ou quoi que ce soit. Effets normaux, putain, j'arrive pas à parler la France, moi. Les effets normaux de l'alcool. Oui. Et on aurait pu mieux appréhender aussi ce côté mentor. Oui, c'est ça. Tandis que là, quand c'est presque immédiat res par rapport à tout ça, ça t'empêche de vraiment avoir une connexion avec elle. Même si le début, ça marche bien, tu sens qu'elle s'amuse, qu'elle danse et tout, c'est cool, même si le montage au début est catastrophique. C'est dommage, quoi. En fait, je pense que tu rechanges la structure. Tu vois, je serais même capable, si j'avais du temps à perdre, je téléchargerais... Et on en a très peu. J'en ai très peu. Je téléchargerai le film, je referai un montage. Ouais, je comprends. Et moi, tu mets toutes les origines de Kara au début, et après, tu fais la suite logique. Peut-être que ça aurait été plus linéaire, mais pour un film Supergirl qui se veut comme étant l'origine, normalement, de Supergirl, pour des gens qui ne connaissent pas le personnage, c'est important. Et je pense que c'est bien de faire confiance aux spectateurs par rapport à ça, mais de l'autre côté, en dehors de faire confiance à ça, il faut leur donner de l'empathie. Bah, c'est ça. Et si tu veux, plus tu comprends quelqu'un, plus tu l'aimes et plus tu as envie de le protéger. Oui, c'est ça. C'est tout simple. C'est tout voilà. simple. Et donc, plus tu comprends Kara, plus tu auras envie de la protéger et plus tu auras envie de la suivre. Oui, voilà. Non, mais oui, mais je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, là, tu parles par rapport à un remontage. Je pense à ça. C'est un ami à moi, Alexis. Mais transition de tout trouver aussi pour la suite, mais vas-y. Non, c'est un ami à moi, Alexis, qui m'a parlé de ça. Et il faudrait que je regarde parce que c'est très intéressant. C'est un mec qui s'est donné comme objectif de remonter les films et les séries Marvel pour en faire des épisodes de séries. Oui, j'avais vu passer ça, Qui s'appelle Netflix, je crois. Et donc là, il a fini les 3 phases de la saga de l'infini, tu sais. Et normalement, c'est-à-dire que là, tu peux vraiment mater des épisodes de 30-40 minutes qui sont vraiment des montages des films pour en faire des épisodes de série. Et il paraît que c'est super bien. Ah, intéressant. Et donc, il prend en plus parfois des scènes coupées de certains films qu'il a retravaillé un petit peu en VFX parce que le mec est monteur VFX. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, il a retravaillé un peu des trucs. Et je me dis, ça, c'est un travail que je trouve hyper intéressant. Et je me dis, ouais, peut-être un remontage de Supergirl, peut-être que ça marcherait mieux. Mais justement, en parlant de remontage, et c'est là où ça m'énerve en fait, c'est parce que bizarrement, quelques jours après la sortie du film, on a appris qu'il y a eu des différents créatifs. Ouais, bon, ça arrive dans plein de boîtes, malheureusement. Ça arrive très souvent, tu vois. Et on en avait parlé en off. J'avais dit, putain, mais arriver à ça dès le 2e film, ça fait chier. Ouais. Sauf que, oui, comme t'as dit, le 2e film du MCU, c'est l'incroyable Hulk. Ouais, voilà. Donc bon, c'était pas non plus. C'était pas terrible du tout. C'est pas terrible non plus. Donc encore une fois. Il faut pas croire que le flop de Supergirl, parce que malheureusement c'est un flop, va enterrer le DCU, pas du tout. Encore une fois, non, clairement pas. Il faut aussi passer par des échecs pour avancer. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
moi, ce qui me rend dingue, c'est que quand on a annoncé que James Gunn et Peter Safran allaient reprendre les rênes du DCU, leur première chose, c'était on va engager des réalisateurs qui auront presque carte blanche pour apporter leur propre vision. Et dès le deuxième film, ils reprennent tout, quasiment. À tel point qu'ils ont proposé 2 versions du film aux dirigeants de Warner. Et il y a eu 2 points d'écart et 2 points d'avance pour le montage de James Gunn. Ils ont un système de points pour voter, en gros. Et en gros, le film qu'on a vu, c'est le montage de James Gunn. C'est pas le montage de Greg Gillespie. Après, de ce qui a été dit, le montage de Greg Gillespie, enfin le montage de film de Greg Gillespie est pas si différent. Oui, c'est ça. Il est pas si différent. Encore une fois, c'est sûr que si le film ne marche pas, faut que tu essaies de le sauver. Parce que là, encore une fois, ils se sont rendus compte pendant la production que ça ne marchait pas. Oui. Alors moi, j'ai envie de leur dire, déjà, prenez le temps de mieux écrire le scénario et soyez vraiment confiants avec ça. Et surtout, mettez des personnes compétentes aussi. Oui, compétentes. Je sais encore très bien parler la France. Donc faites un peu plus... Soit vous laissez vraiment carte blanche et vous êtes un petit peu plus dans le soutien et dans l'aide pour avoir un script final définitif cool. Et après, vous partez en tournage. Parce que là, on a vraiment l'impression de revoir le MCU presque tourner au jour le jour, quoi que ce soit, et monter au jour le jour. Voilà, donc... Et c'est ça qui me fait peur, parce que moi, j'aime bien les films de super-héros. C'est les nouveaux blockbusters actuels, et il y a des choses qui sont très chouettes dans n'importe quel film de super-héros. Notamment pour moi, le dernier qui m'avait un peu pas touché, c'est un gros terme, mais qui m'avait quand même pas mal happé, c'était Thunderbolts. Oui, qui était chouette. Qui est pas excellent, mais qui avait quelque chose en plus, et me dit, des choses cool. Bah, au moins, tu avais des personnages un peu incarnés. C'est ça, et il y a toujours quelque chose de cool à en tirer des films de super-héros, même s'ils sont moyens ou quoi que ce soit. Mais là, de me dire, dès le deuxième film du DCU, il y a déjà des gros problèmes comme ça, mais qu'est-ce que ça va être ensuite, quoi ? Voilà, mais qu'est-ce que ça va être ? Je pense que faut voir en fait sur les prochains films. Je sais que donc tu disais le prochain film c'est Clayface. Ouais. Et Clayface, je pense à mon avis qu'ils ont eu plus de liberté et je pense aussi... Moins de budget aussi. Oui, moins de budget aussi, donc déjà ça joue. Mais je pense aussi que ça dépend de l'expérience des personnes qui s'en occupent. Bah oui. C'est-à-dire que là, en termes d'écriture, on en parlait, la scénariste de Supergirl, c'est son 2e scénario. Et tu vois, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que c'est cool de laisser aussi l'opportunité à de nouvelles personnes d'écrire des gros budgets. Bien sûr. Et tu dis, et c'est cool, tant mieux. Sauf que... Soyez quand même prudents aussi, parce que là, le DCU, il y a tellement d'enjeux financiers avec ça. C'est ça. Mais j'ai peur d'être un peu paradoxal par rapport à ce que je dis, par rapport à tout ça. Mais c'est juste que moi, ce qui m'énerve, c'est de voir que James Gunn n'a pas l'air de faire confiance à ses artistes, alors que c'est ce qu'il vendait au début. Oui. Et en fait, c'est là où sa position paradoxale me gonfle. Oui, mais tu vois, d'un autre côté... Je suis d'accord, hein, c'est bien de pouvoir laisser un peu la place à des jeunes scénaristes, à des jeunes réals, et ça, c'est cool. Ouais. Franchement, moi, je suis très content pour Anna Nogueira qui puisse écrire des films et tout, des films de blockbuster et tout. Mais je me mets à la place je me mets à sa place, et on me dit, ton 2e film, c'est un blockbuster à plus de 100 millions de dollars, etc., machin, de super-héros, je pense que je me chierais dessus. Ah oui, mais vraiment. C'est un peu la folie des grandeurs, quoi. C'est que tu te dis, c'est un truc que tu peux pas refuser. Mais de l'autre côté, tu te dis... Ouais, mais d'un autre côté, est-ce que ça serait pas plus... même moins stressant et moins oppressant que, justement, on se dise, on part sur des films moyen budget, etc. Et que, comme ça, tu as des jeunes scénaristes qui se mettent dessus et qui apprennent dessus pour qu'après, ils aient de l'expérience pour des plus gros films. Là, Clayface, c'est écrit par Mike Flanagan. Ouais, mais Mike Flanagan, c'est quand même un mec, il a quand même un putain de CV. Ah bah oui, il a plus de bouteilles. Voilà. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, ça va rejoindre le 2e film dont on va parler juste après. Oui, non mais complètement. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis d'accord que c'est bien de pouvoir laisser un peu la place à des jeunes scénaristes, à des jeunes auteurs, à des réalisateurs un peu moins expérimentés. Ça, c'est très bien pour qu'ils puissent faire leurs armes. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un entre-deux ? Ne brûlons pas les étapes. Voilà, un entre-deux où des gros blockbusters sont donnés à des gens comme James Gunn qui commencent à avoir pas mal de bouteilles sur ça, et que des films moyen budget, un peu plus restreint, soit donc filé à des personnes moins expérimentées pour qu'elles puissent apprendre. Tout à fait. Parce que vraiment, je pense que malheureusement, c'est le genre de travail qui peut malheureusement briser une carrière, tu vois, parce que on va se dire Anna Nogueira, elle s'est peut-être assez foirée sur Supergirl, elle a peut-être plus écrire de films, tu vois. Et c'est dur. T'as des réalisateurs comme ça qui se sont foirés et qui ont plus fait carrière après parce qu'ils ont eu un premier film qui était un blockbuster qui avait trop de pression sur ses épaules et s'en est pas sorti. Regarde la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Ouais, c'est ça. Le mec, il a plus rien fait derrière. Après, là où c'est différent, c'est que Stephen Norrington avait fait en plus Blade avant, Oui. où c'était très compliqué. Il a fait un autre film entre deux où là c'était mieux. Et il s'est dit, bon là c'est bon, je me remets en selle. Ah, c'était catastrophique. Oui, voilà, donc c'est pour Et ça. c'est pas que de sa faute. Hein, Oui, encore voilà, une fois, hein. mais quand même, tu vois. Même la momie, hein. Le mec, il a fait. Après, il a fait Van Helsing, il a plus rien fait derrière. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, faut pas trop brûler les étapes. En tout cas, voilà, Supergirl, c'est pas le pire film de super-héros. On ne veut pas forcément vous le recommander non plus. C'est pas un chef-d'œuvre. On n'a pas parlé de tout. On n'a pas parlé de Jason Momoa en Lobo, qui est pour moi un bon casting, mais au sein du film, est-ce qu'il sert vraiment à grand chose? Oui, c'était le casting évident, mais qui marche. Encore une fois, moi je rebondis sur ce qu'on avait dit sur Caméflex. Effectivement, Tom et Nico avaient dit que Lobo servait pas à grand chose. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'on a forcément besoin de toujours avoir quelque chose qui sert en fait? Ça peut être un délire aussi. Moi j'aime bien aussi le fait que on a mis Lobo parce qu'on avait envie. Bah tant mieux. Oui, voilà. Bah, après, pourquoi pas? En termes d'écriture, faut toujours au moins que tes personnages au moins qu'il y ait une justification, amènent quelque chose, oui, bien tu sûr. vois. Mais en soi, moi, ça me dérange pas de me dire que ils ont mis Lobo parce qu'ils avaient envie de le mettre. Voilà. Il est pas forcément utile à l'intrigue, mais s'il peut amener quelque chose thématiquement, etc. Alors, cool. apparemment, il serait utile parce que tu as quelqu'un sur Twitter, j'ai vu ça, a dit que si on veut analyser un petit peu le truc, Supergirl serait le petit ange sur l'épaule de la petite et Lobo serait le petit diable sur l'épaule de la petite. Alors, pourquoi pas? Ouais. Mais c'est tellement mal fait et que je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Et en plus, Lobo est tellement pas présent dans le film. Bah oui, c'est ça. Donc bon. Je vois pas le truc. C'est un peu suranalyser le truc pour essayer de sauver le truc. Je comprends l'idée, mais je trouve que c'est pas... Voilà, quoi. Donc ouais, Supergirl, c'était pas ouf, mais c'est pas une catastrophe. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, ça reste dans la moyenne. Dans la moyenne des films. Ça sauve pas le film. Non. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, pourquoi pas. Mais vous verrez qu'il y a de bien meilleurs films en juillet qui vont sortir. Oh oui. Notamment celui dont on va parler tout de suite. Transition. François, on peut le dire, on a survécu à Evil Dead Burn. Parce que c'était parce qu'on a fait l'avant-première au Grand Rex de Evil Dead Burn et ils nous filaient des petits pins, tu vois, des pins j'ai survécu à Evil Dead Burn. C'était un peu marrant comme vous disiez. C'était rigolo, c'était sympa, c'était gratuit, c'était Il y avait cool. du monde quand même, hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde. Ouais, final, mais c'était dans la grande salle du Grand Rex, c'était blindé. Ils ont ouvert le deuxième étage tellement il y avait du monde. Ouais, donc non. Pour vous dire que c'était quand même attendu. C'était très attendu. Donc, et en plus, j'ai appris, c'est Sébastien Mitchell qui a dit que c'était l'avant-première mondiale, hein, qu'on avait au Grand Rex. Ah ouais. Ça c'est pas étonnant. Ouais, mais c'est cool. Tu vois, c'est cool, c'est très cool. C'est très très cool. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de Evil Dead Burn, qui est sans doute un des films qu'on attendait le plus dans ce podcast. Oui, tout à fait. Parce que on était ultra curieux par rapport à ce projet, notamment par rapport au réalisateur et à son scénariste. Ouais. Nous avons donc Sébastien Vanitschek à la réal, réalisateur français, messieurs dames. Ouais, qui s'est démarqué, qui a fait le buzz en faisant son premier film qui s'appelle Vermine. Donc, qui a pas mal marché en plus. Qui a pas mal marché, que je n'ai toujours pas vu malheureusement parce que je suis arachnophobe. On en parlera dans un podcast parce que je veux que tu le vois, je veux que tu affrontes tes peurs. On en parlera. Ah, ça va être terrible. Peut-être qu'on en parlera quand on invitera à inviter Sébastien Vanitschek et Flaubert ici, quoi. Oh putain, j'aimerais tellement. On n'y arrivera pas. Non, on n'y arrivera pas. Mais j'aimerais tellement, ça serait trop bien. Mais un jour, j'aimerais bien qu'on fasse comme JDG les termes. Bon, on a moins d'audience, mais bon, qu'on invite des réals et des scénaristes ici, quoi. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez regarder, c'est vraiment la vidéo du JDG et sur les termes, ça s'appelle, où ils ont invité Sébastien Mitchell et Florent Bernard. C'est très intéressant. Parce qu'ils parlent de cinéma, ils parlent du système hollywoodien, ils parlent de plein de trucs, c'est très très cool. Et des choses qui peuvent être très positives si leur carrière s'envole. Oui, clairement. Et j'ai pas trop peur de ça. Non, moi non plus. Et donc, avec Florent Bernard à l'écriture. Flaubert, donc je crois qu'il veut plus trop qu'on l'appelle Flaubert. C'était son pseudo il y a quelques années. Alors, je retire ce que je viens de dire. Donc, on ne coupe rien, mais je retire. Donc Florent Bernard, donc, qui était notamment avant, il a tenu pendant 10 ans le Floodcast, voilà, et qui a écrit et réalisé un film qui s'appelle Nous le Roi. Qui était très sympa. Moi j'ai bien aimé aussi. Il était très, très touchant. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien le parti pris couillu de la fin. Oui, clairement. Non, vraiment, c'est un très chouette film. Et qui a notamment beaucoup écrit pour Golden Moustache, notamment. Qui a écrit pour pas mal de films français. Il a écrit pour La Flamme aussi. Ouais, c'était La Flamme. Ouais. Pas Le Flambeau, La Flamme. Il a écrit pour La Flamme, il fait Evil Dead Burn.
Il viendra jamais. Non, jamais. Il viendra jamais. Et en gros, voilà, franchement, donc vraiment très très cool de voir un mec que j'aime beaucoup parce que j'ai écouté le podcast pendant des années, et donc je suis très content de voir qu'il a pu coécrire ce film avec Sébastien Vanitschek, Evil Dead Burn, et avec donc alors ça va être là je me rapproche parce que j'ai pas mes lunettes. Alors Souela Yacoub dans le rôle principal, Hunter Douhan et Luciane Buchanan, voilà, dans les acteurs et actrices principaux. Et donc c'est le sixième film Evil Dead, donc saga initiée par Sam Raimi dans les années 80. Et avant qu'on parle, oui, vous pouvez m'incendier dans les commentaires, j'ai vu aucun Evil Dead avant celui-ci. Voilà. C'est mon tout premier. Moi j'en ai vu 2. Et plus celui-là 3. Alors je sais de quoi ça part, j'ai vu plein de scènes, plein d'extraits de tous ces films et tout, mais c'est juste que j'en ai vu aucun parce que c'est vrai que je n'aimais pas les films d'horreur de base. Ouais. Et là, depuis 2-3 ans, je suis de plus en plus intéressé par ce genre. Et c'est vrai que là, Evil Dead Burn, je dis, je veux le voir. Mais en tout cas, le film, vous allez voir, m'a donné encore plus envie de voir la suite. Et donc, Evil Dead Burn, de quoi ça parle ? Donc, c'est une jeune femme qui perd son mari. Donc, cette jeune femme s'appelle Alice. Son mari est mort dans un accident de voiture, un peu mystérieux. Et donc, elle rejoint donc sa belle famille pour justement faire la cérémonie, etc. Et donc, ils se rejoignent tous dans la vieille maison familiale. Et comme a dit et comme a dit Florent Bernard, encore une fois, une famille dysfonctionnelle. Il aime beaucoup ça. Et le truc, c'est que il se passe des choses un peu paranormales, un peu démoniaques, qui seraient liées à un truc qui s'appelle le livre des morts. Oh. Donc, livre des morts qu'on voit depuis le premier Evil Dead, qui est notamment adapté, qui est une inspiration du Necronomicon de Lovecraft. Et ça part en couille. Qu'est-ce qu'on a pensé, François ? Eh bien, j'ai adoré. C'était incroyable. C'était exceptionnel. C'était trop bien. C'était trop cool. C'était Allez le voir. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment ouf. Une putain de claque. Je le dis, c'est une claque. C'est génial. C'est vraiment... ça va être difficile pour moi de déclamer mon amour pour ce film. C'est vraiment... Parce que je m'attendais à ce que ça soit cool. Parce que le réalisateur est cool, j'aime bien ce que fait Florent Bernard, c'est du Evil Dead. Surtout que l'opportunité pour eux de faire un Evil Dead pour leur deuxième film ensemble, c'est génial. C'est incroyable. C'est-à-dire que Vermin a tellement bien marché que t'as quand même aux États-Unis, ils ont regardé et Sam Raimi a dit hey, ils sont forts les deux là. Et donc en plus, c'est ce qu'il disait dans la vidéo Les Termes, il disait clairement la plus belle chose qui peut t'arriver à Hollywood, c'est de travailler avec Sam Raimi. Bah ouais. Parce que Sam Raimi est reconnu pour être un réalisateur adorable, créatif, gentil. Tu as vraiment un bon gars. Bon, d'après ce que j'ai compris, ils ont galéré quand même sur le tournage, mais comme tout tournage, évidemment. Quand tu vois le film, tu comprends aussi. Mais surtout qu'en plus, il a refusé beaucoup de choses, parce qu'on lui a proposé énormément de choses. Du Street Fighter. C'est ça, ouais. Voilà, donc encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est que il a pas voulu brûler les étapes. Ils viendront jamais. Ils viendront jamais. Putain. Et tu te dis, ils ont quand même accepté Evil Dead. Ouais. Ça veut dire que de 1, ils se sont dit que l'opportunité est folle. Ouais. Ils se sont dit quand même aussi, on est sans doute capable de le faire. Oui. Et surtout capable de s'approprier Evil Dead. Voilà. Et ça, c'est encore pour moi plus dur. Sachant que j'en ai vu aucun. Ouais. Mais je trouve quand même, et je parlerai de mon avis en détail après, qu'ils ont quand même réussi à s'approprier l'univers. Oui, complètement. Et ça, en vrai, c'est fort. Et ça, c'est très très fort. Et surtout qu'ils ont fait ça avec un petit budget. Ça reste un petit budget de film d'horreur. Parce que le cinéma d'horreur est reconnu pour être un cinéma à petit budget qui rapporte gros, de manière globale. Et surtout, Evil Dead, c'est une saga qui a donc 6 films, mais vraiment, c'est surtout anthologique. C'est-à-dire que vraiment, à part vraiment les Evil Dead 1, 2, 3 premiers, qui se suivent à peu près, et encore parce que le Evil Dead 2, c'est une sorte de remake un peu grotesque comique du premier, et le 3 suit le 2.
Mais après, il y a eu Groovy. Et il y a eu Ash versus Evil Dead aussi en série. Oui, mais ça, j'ai pas vu ça. Mais il paraît que c'est pas mal. Apparemment, c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal du tout. Mais après, t'as eu le Evil Dead de Fede Alvarez qui était une sorte de reboot remake. Bien gore. Bien gore en fait, je n'ai jamais osé le voir parce que juste à l'abandon, j'étais en mode c'est trop gore pour moi. J'ai vu la scène finale. Ah ouais. Ouais, non, et je me suis dit, ça va être trop gore pour moi. Après, il y a Evil Dead Rise qui a été bien reçu, que je n'ai pas vu, mais avec Bryce Dallas Howard, je crois, dans le rôle. Non, c'est quelqu'un d'autre. Ah, mais elle ressemble vachement. Elle ressemble beaucoup, mais c'est pas elle. Ah putain, je pensais vraiment que c'était Et elle. les gens étaient quand même plus dubitatifs par rapport à Evil Dead Rise. À Rise, ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est pas elle. À Rise, c'était un petit peu plus dubitatif. Ils se sont dit, ouais, en vrai, c'est quand même cool. Ouais. Et donc là, 3 ans plus tard, c'est sorti en 2023, Rise. Vanitschek et Florent Bernard font un Evil Dead. Ouais. On a des Français qui ont fait Et Evil ça, Dead. on peut être hyper fiers. Et on peut être hyper fiers parce que ils ont fait un putain de film. C'est un film incroyable. Et en fait, on n'a pas beaucoup de réalisateurs français qui réussissent à l'international. T'as Alexandre Aja, par exemple, tu vois. Même, malheureusement, Luc Besson. Et Aja, tu vois, un de ses premiers... beaucoup, hein. Aja, un de ses premiers films aux États-Unis, c'est La colline à des yeux, le remake. Oui, c'est vrai. Qui est vraiment pas dégueu aussi. Oui, hein. en plus. J'ai eu l'occasion de le voir. Et en vrai, il est vraiment pas dégueu. Bah voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est que justement, ils ont parlé du fait que c'était un tournage compliqué. Ouais. Et justement, Evil Dead, c'est un film ultra viscéral, jusqu'au boutiste. Et qui vraiment, j'avais peur qu'ils survendent le film en disant ouais, là, vous allez morfler. Ouais, on morfle. Ouais, on morfle. Parce que vraiment, c'est sans limite, sans concession. Et c'est d'une créativité et d'une diversité où vraiment, pendant 1h30, presque 2 heures, t'en prends plein la tronche. C'est vraiment, en fait, moi je peux comparer ça un peu. Au final, je vais le comparer à The Furious, tu sais, que j'avais vu et que j'avais énormément apprécié aussi. C'est que c'est un roller coaster. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que, un peu comme The Furious, t'as évidemment, t'as plus d'histoire que dans The Furious, évidemment. T'as quand même du lore, etc. Ils le disent eux-mêmes, ils ont vraiment essayé de créer un petit lore quand même, Evil Dead. Oui, parce qu'à la fois, il y a le lore de Evil Dead, mais également une histoire à part entière avec la famille, qui est loin d'être idiote et qui fonctionne très bien. Qui fonctionne bien et qui est beaucoup d'actualité en plus. Donc ça, encore une fois, bravo pour ça. Oui, clairement. Et surtout que vraiment, t'as cette envie de se dire, ok... En fait, pour moi, c'est un film d'horreur, mais c'est surtout un film d'horreur très popcorn, dans l'idée de tu t'en prends plein la tête en mode roller coaster. C'est pas en fait comme un Obsession qui va être dans une ambiance beaucoup plus violente et psychologique et qui te fait Obsession vraiment peur. Et angoissant de manière psychologique. Là, Evil Dead Burn, t'es sous tension permanente parce que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et d'un côté, tu jubiles parce que il y a plein de scènes. À la fois, c'est drôle, c'est gore à souhait, et ça devient hyper fun. Mais de l'autre côté, notamment pour ceux qui ont vu la première bande-annonce, donc le teaser, où il y a un plan séquence à l'intérieur du film, où là, mais t'es agrippé sur ton siège et tu n'en peux plus. Ah oui, non, moi, tu m'as entendu plusieurs fois dans le film, j'ai fait putain. Ah, mais il y a une scène, quand vous verrez le film, vous comprendrez, la scène de la salle de bain. Ah ouais. Ah là, mais vraiment, en fait, il y a un moment où vraiment ils te font un truc en termes de réel avec la caméra et vraiment nous deux on sait rien de oh putain. C'est ça, c'était ouf. Et ça, tu vois, c'est ça que j'ai aimé avec le film, c'est que justement on peut se dire que on va faire un Evil Dead, les gars, faut pas qu'on brûle les étapes encore une fois. Il faut qu'on arrive à faire un truc correct et tout. Et non, ils se sont cassés le cul à faire des plans ultra variés en reprenant l'esthétique de Evil Dead avec notamment ces fameux plans caméra embarqués qui c'est ça, un peu première personne, un peu première personne. De démon qui c'est très aérien, c'est très mobile. T'as vraiment comme tu dis, la scène de la salle de bain, c'est hyper créatif. J'étais tellement content. Il y a des idées de plans, de mouvements et tout, c'est trop cool. Même dans les mises à mort, il y a des trucs que j'ai rarement vus dans des films. C'est vraiment, ils se sont dit que on va essayer de varier les plaisirs et de se dire c'est un nombre d'enchaînements de situations et de séquences où t'es jamais dans la répétition. Il y a toujours quelque chose de neuf, que ce soit dans la mise en scène, dans les mises à mort et voire même au sein même de l'histoire. Où vraiment, mais à aucun moment tu te dis mais elle va jamais s'en sortir. Elle va jamais s'en sortir. Ah mais clairement, c'est vraiment les acteurs et surtout je trouve l'actrice principale est très très forte. Franchement, les acteurs sont très très bons là-dedans. J'ai pas grand-chose à dire, c'est tellement bien en fait. En fait le truc c'est que c'est pas comme Supergirl où il y a plein de choses à en dire parce que le film est plutôt moyen. Là, le film est vraiment très bon et pour moi, mais il est dans mon top 2026. Pareil. Moi, c'est une vraie réussite. Il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu mis sur le côté, mais ça a été totalement effacé. C'est des détails. Et de se dire que pour un deuxième film, déjà, tu parles de détails, ça veut dire que c'est réussi. C'est comme quoi, par exemple ? Moi, je trouve que
surtout au début, le montage est parfois un peu épileptique. Oui, il est spin. Et je sais que c'est pour accroître le rythme, et surtout que le film, comme tu as dit, c'est que ça va à 1000 à l'heure. T'as pas le temps de t'arrêter, et c'est ça qui va créer la peur. C'est pas un film qui va te faire peur par rapport à son ambiance, à son atmosphère, où tu te dis que, putain, ce que je vois en termes d'esthétique, comme Obsession, comme des films comme Pur, etc., où vraiment c'est l'esthétique qui va travailler cette angoisse et cette peur. Là, t'as 2-3 jumpscares, mais là, c'est d'un coup. Mais c'est surtout se te dire que à tout moment, au début, ça va péter. Et quand ça pète, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ouais, c'est ça. Et c'est rattrapé déjà par un humour qui est hyper qui marche efficace. qui marche très bien. Et t'as un peu de culture française aussi dans l'eau par rapport à la musique, quoi que ce soit. Ça, c'est le deuxième reproche que je pourrais faire au film. Je trouve la musique un peu cliché, un peu classique. Oui, et encore, je trouve que quand même, malgré ça, je trouve quand même que les compositions musicales, elles fonctionnent très bien, et je trouve qu'elles te tendent vraiment bien. Il y a certaines musiques qui te tendent énormément, d'autres où je trouve que c'est un peu le truc classique de les chants lyriques, les chants d'enfants, etc. Bon, ça, c'est... Voilà. Mais encore une fois, ça m'a pas non plus dérangé, c'est pas grave. Là, c'est des détails. Et surtout que moi, on est deux débiles qui rêveraient de faire un court-métrage déjà, voilà. Oui, c'est clair. On aimerait bien faire un Evil Dead aussi. Hein, non, mais tu vois, c'est vraiment... Je trouve, quand tu vois ça te donne envie de créer. Ça te donne tellement envie. Ça donne tellement envie de prendre ta cam et de tenter plein de trucs. Mais surtout que c'est ça, ouais, c'est que c'est tellement varié. Ouais. Ils se disent, on va essayer de trouver des idées de plans, essayer de varier les plaisirs. Et c'est ça qu'on aime, quoi, putain. Ouais, non. T'as des plans en termes de composition aussi, de lumière, d'éclairage. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est fort. Et je comprends pourquoi mise en scène, c'est hyper propre. Et je comprends pourquoi c'était compliqué. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils doivent garder à l'esprit, c'est que, mais justement, garder la difficulté, ça rendra la finition encore plus belle. Ouais. Et pour moi, Evil Dead Burn, c'est une putain de réussite, clairement. Mais qui mérite de faire des millions d'entrées. Franchement, on peut que vous le conseiller. C'était trop bien. C'est vraiment un très très bon film. Ça fait pour moi partie des meilleurs films de 2026. Et franchement, on est très très bien gâtés en termes d'horreur cette année. Ouais. Entre Obsession, entre Backroom. Ça fait 2-3 ans, on a des films d'horreur qui arrivent à surfer et à marcher, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des propositions comme ça, quoi. Clairement. Donc vraiment, on vous le conseille, c'est trop bien. Et maintenant, c'est parti pour le jeu Quentin. Mesdames et messieurs, venez sur le plateau, on accueille le joueur François. François, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être là. François, vous êtes éléboniste. Oui. Pour ceux qui ont la ref, Camoulox. Ah, je suis tellement content de vous voir, Nagui. François, j'ai un petit jeu à te proposer. Oui. J'y ai pensé dans le métro tout à l'heure, sachant que je prends pas le métro. Je vois souvent ça passer sur Instagram. Ok. Je te propose qu'on joue tous les deux à un jeu. Oula. C'est le jeu de l'acting. Ok. Tu sais, on te donne une réplique et tu dois faire une émotion différente à chaque fois. Ah oui, c'est bien ça. Ça fera un short parfait. Oui. Parce que la phrase c'est « Bah alors, vous êtes pas abonné à Deux débiles par deux cinéma ?» Ok. Et donc on devra le faire avec 5 émotions différentes. D'accord, ok. Si t'aimes le jeu, on pourra tenter une autre réplique. Ok, vas-y, ça marche. Alors, la phrase c'est « Bah alors, vous êtes pas abonné à Deux débiles ?» Ok, d'accord. Ok, c'est quoi l'émotion ? Je te propose de commencer par la colère. Ok, alors c'est toi qui commence ou c'est moi qui commence ? Je peux commencer pour te donner le... Vas-y. Ok, attends, je me concentre. Je suis mort de rire déjà. Alors, à savoir que quand on tourne pour ces vidéos, c'est lui, il arrive pas à se retenir de rire. Ah non, mais c'est catastrophique. J'ai déjà fait j'ai fait du théâtre pendant Oui, t'en as fait pas mal, J'aimerais en refaire, et j'aimerais écrire aussi une pièce de théâtre. Et j'ai pu jouer, j'adore ça, franchement, c'est trop cool. Mais c'est vrai que quand il faut jouer des trucs, parfois... Alors, j'ai réussi à faire un monologue triste, vraiment dramatique, et je l'ai bien tenu, je suis content. Bravo. Mais quand on joue ensemble, putain, je suis mort de rire à chaque fois, quoi. Ouais, parce qu'à chaque fois, on fait des conneries, il arrive pas à se retenir de rire. Ok, alors le premier, ok. Je recule le micro, enlève les tasses. Oh putain. Oh là, il va y aller à fond. Est-ce que je dois fermer mon ordinateur ? Enlève mon ordi. Oh putain. Hop. Je vais pas le regarder. La colère. Bah alors ! T'es pas abonné à Deux débiles par deux cinéma ? Putain ! J'ai bafouillé. T'as totalement bafouillé, mais c'était drôle. Mais t'as compris le principe ? Oui, j'ai compris. Ok, à toi, la colère. Je fais la colère ? Ouais. Ok. On mettra les sous-titres pour le short. On mettra une image du billard de Tasmanie. Hop. Ok, vas-y. Ok.
Mais moi, je suis pas acteur, moi. J'ai pas fait de théâtre, moi. Ouais, mais t'es bon quand même. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Alors. Bah alors, vous êtes pas abonné à 2D par le cinéma? Bande de connards! C'est pas mal. C'est voilà, c'est pas mal. Voilà, j'étais pas assez suffisamment en colère, mais je suis pas souvent en colère, moi, donc... La tristesse. Ok. Bah alors vous êtes pas abonné à ce débile parle de cinéma. C'est dommage. Ah, le chiot. Vraiment, c'est la pub 30 millions d'amis, tu C'est sais, ça. pour les animaux abandonnés pendant l'été. C'est vraiment le... Ok. À toi. Oh putain, c'est dur. Oh la vache, c'est très très dur. Bah alors, vous êtes pas abonné à 2D parle de cinéma? Maintenant le dégoût. C'est pour ça qu'on sera jamais acteur. Maintenant le dégoût. Vous êtes pas abonné à deux débiles parle de ciné. Oh putain. Oh je peux pas. Oh putain. C'était le dégoût. Ok. Acteur studio. Oh. Vous êtes pas abonné à 2D parle de cinéma? Ah quelle horreur! Oh Oh, tristesse et dégoût! Maintenant la joie. Ah, c'est compliqué sur celle-là. Ok. Mais alors vous êtes pas abonné à deux débiles parle de cinéma? Mais c'est super. Et on fait tourner les serviettes. Oh T'es Patrick Sébastien, mon gars. Comment C'est ça terrible. Ok. Et bah alors, vous êtes pas abonné à 2D par le cinéma? Elle est où la princesse? Elle est où la princesse? En fait, je m'en sors pas trop mal juste pour faire de la connerie en fait. Oui, c'est ça, voilà. Pour être du vrai actorat, c'est compliqué. Et maintenant la séduction. Oh putain. Bah alors vous êtes pas abonné à deux débiles parle de cinéma? C'est dommage, on est bien. J'ai honte. J'ai si honte. Ah putain de merde. Imagine les gens, ils vont entendre ça en podcast. Imagine les gens qui verront ça sur YouTube. Bah alors. Je suis en train de remettre en cause toute notre amitié là. Ouais, bah c'est terrible. dommage parce que là, c'est à ton tour. Ah putain. C'est à savoir que vraiment je ne séduis pas. Je suis très très nul. Bah pour tu ça. crois que je sais dit moi? Plus que moi, je pense, vraiment. Vraiment beaucoup plus que moi. Ok. Oh, le téléphone rose. C'est trop ça. Ah, je peux pas regarder la caméra, ça va être terrible. Ah, putain. Bah alors. Ok. Putain, dur. Hop. Bah alors, vous êtes pas abonné à 2 débiles parle de cinéma? Vous devriez. Oh la vache, c'est horrible! Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième réplique? Ah bah bien évidemment. Alors, pour cette deuxième réplique, nous partons sur... Mais enfin, mais je suis le parrain de ton fils. Des petits mouchoirs, voilà. Et c'est pas la réplique exacte parce que c'est... Je suis le parrain de ton fils, enfin. Ouais, Mais je préfère la version Palmacho. oui, elle est plus rigolote. Ok, prêt? Ouais. Mais enfin! Mais je suis le parrain de ton fils! C'était la colère. Ouais. Hop. Ça va saturer au micro. Ouais, c'est clair. Mais enfin! Je viens de le parrain de ton fils, là! Maintenant la tristesse. Mais enfin... Je suis quand même parrain de ton fils. Enfin. J'avais pas vu. Je suis comme le parrain de ton fils. Maintenant le dégoût. Ah. Bon, mais enfin. Oh. Mais je suis pas un de ton fils. Oh. Mais non. Attends. Oh non! Mais non, je suis comme le bras de ton fils, merde! Ah.
La joie. Mais enfin, mais j'ai le pain de ton fils. Je l'ai très mal fait. Ah, mais c'était drôle. Mais ça fait vraiment Patrick Sébastien. Ah ouais. Mais enfin. Ah ouais, non mais terrible. Alors. Mais enfin, je suis comme le parrain de ton fils. Et maintenant la séduction. Ah putain. Mais enfin, mais je suis le parrain de ton fils. C'est terrible. Ça va être affreux à l'image, mais Ah vraiment. ouais. Oh. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Moi j'aime beaucoup ce Ah, jeu. c'est très rigolo. J'avais envie de le faire quand je voyais tous les réels et tout. Faut qu'on fasse un jour en soirée avec les copains. Ah, j'avoue. Ce serait drôle. Ah, j'avoue, ça peut être chouette. Mais je te jure, le Bienvenue à Jurassic Park, c'est vraiment... Bienvenue à Jurassic Park. Merde. Oh, mais je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Oh, je suis ton... Oh. Mais je suis ton père. Mais enfin, fiston. Il y a tellement de trucs possibles. Ça faisait 17 ans, enfin. On garde ce jeu pour le jour où on fera une spéciale Caméflex Plagiat. Ah on fera ouais. une spéciale jeu. Ah ouais, j'avoue. On garde ça pour ça. Ça peut être rigolo. Mon cher François, c'est la fin de ce podcast. Oh non. Mon cher François, c'est la fin de ce podcast. Oh non. Oh non. Oh non. Mais on va pas partir comme ça, évidemment. Hein. Et là, aujourd'hui, on va varier un petit peu. On va rebondir sur la première news. Oui. On va vous faire des recos de jeux vidéo. Ah, c'est comme de la poésie, ça rime. Ah là comme là disait là Georges là. Lucas. C'est vrai en plus. C'est comme de la poésie, ça rime. C'est. Ça ressemble plus à du Georges Brassens. Non, parce qu'il parlait un peu de comment ces histoires, les histoires de Star Wars, c'est un peu des cycles, tu sais, ça se répond entre eux, etc. Donc Ah ouais, ça- surtout le 7 et 8 et 9. Ouais, mais ça, c'est pas Georges Lucas, on s'en bat les couilles. Moi, je te propose que je commence. Vas-y, Voilà, commence. parce que c'est notre podcast, je décide. Super. Super dictature. Ok, le fasciste. Ok, Mbappé. Oui, pour ceux qui ont la ref, hein, s'il Ouais. faut une blague par rapport au dictateur Mbappé, ça me fait un peu rire. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. Moi, je vais parler d'un jeu exclusif à la PS3 et que j'ai parlé vite fait tout à l'heure. C'est le jeu Infamous. Oui. Alors, Infamous, on a 3 jeux dessus, sans parler des DLC. On a le Infamous 1 et 2 qui sont sortis sur PS3. Ouais. Et vous avez le Infamous First Son ou First Light, je ne sais plus. C'est pas Second Son? Ou Second Son, ouais, Second Son, c'est Ouais. ça. Qui est sorti sur PS4. Oui. C'était jeu de lancement en plus. C'est ça, c'était un des jeux de lancement. C'est une saga que j'aime énormément. Une saga qui est faite par Insomniac, Non. par Sucker Punch. Oui. Mhm. On ne coupe pas. C'est Par Insomniac. Sucker Punch, ceux Ouais. qui ont fait Sly Raccoon et qui Oui. ont fait récemment les Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei. Oui, tout à fait. Maintenant qu'ils ont fait 2 opus de Ghost of Tsushima Yotei, j'aimerais bien qu'ils reviennent à Infamous parce que c'était trop bien. Infamous, c'est un jeu justement de super-héros où en fait tu contrôles un gars qui s'appelle Comme Magras qui est livreur. Sauf qu'en fait, il doit livrer un colis, le colis explose et le monsieur a des pouvoirs électriques. La particularité de ce jeu, c'est que tu as la possibilité d'être gentil ou d'être méchant. Méchant. Et ça va avoir un vrai impact sur l'histoire, sur les actions que tu vas faire. En gros, soit tu sauves les gens et t'es gentil, tu les neutralises, ou tu tues les gens et tu deviens maléfique. Et donc ça va te créer un arbre de compétences différent à chaque fois. Et après, au fur et à mesure de l'histoire, tu auras des embranchements, et des différents choix. et tout. Ok. Et en vrai, moi, putain, qu'est-ce que j'adore ce jeu. J'adorais même les trois, même si Infamous Second Son est un poil moins bien, même s'il y a de très 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 bonne qualité, parce que Cole McGrath surpasse tout le monde. Mais c'est des jeux que je vous conseille vivement parce que vraiment, c'est en termes d'action, c'est hyper fun. Vraiment, cette particularité des choix multiples, entre guillemets, ça permet d'approfondir le jeu, sachant qu'il y a une grosse patte comics dans les 2 premiers avec des transitions dessinées à la page comics, avec un doublage VF vraiment aux petits oignons. Et le 2 en plus est beaucoup plus bourrin en termes de CQC, donc de corps à corps avec des nouvelles armes pour Cole. Et franchement, c'était une putain de découverte Infamous à l'époque. Et si vous avez l'occasion d'y jouer, donc c'est sur le PlayStation Network, malheureusement, on avait dit par rapport au Monopole, c'est de la merde. Mais vous pouvez y jouer en streaming si vous avez une bonne connexion. Et le Infamous, si vous avez l'abonnement, vous pouvez y jouer en téléchargeant normalement. Voilà. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y jouer,
foncez-y parce que c'est trop bien et surtout les musiques du premier jeu sont incroyables. Mais vraiment, ça sont top. Voilà. Et éventuellement, si vous pouvez, si vous avez une PS3 qui traîne, etc., c'est un jeu qu'on peut trouver dans les caches converters, dans les Micromania, je pense. Ouais, en tout cas, on peut les trouver. C'est un jeu qu'on peut trouver assez facilement. Oui, tout à fait. Donc vraiment, ouais, Infamous, ça je le conseille vivement et j'aimerais bien que ça revienne. Voilà. Bon bah écoute, c'est très bien. Pareil, là, comme je vais aussi faire une reco jeux vidéo, comme ça on est à la page, on est bien. Là, c'est le dernier jeu que j'ai fait dernièrement, et bon, c'est un jeu qui date maintenant un petit peu, qui date d'il y a presque 10 ans maintenant. C'est Resident Evil 7. Voilà, parce que oui, Resident Evil 7 a quasiment 10 ans, je crois. Putain, ouais. 2017, sorti en janvier 2017. Ouais, voilà, donc quasiment 10 ans. Et donc, c'est Resident Evil 7. Et là, c'était rigolo parce que c'est vraiment le premier jeu d'horreur de ma copine, parce qu'elle adore les films d'horreur, mais elle joue pas vraiment beaucoup aux jeux vidéo, et là, elle commence avec moi. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais on pense que Resident Evil, et en particulier le 7, a pas mal inspiré Evil Dead Burn. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des inspirations Evil Dead. Il y a pas mal de références pour des jeux Resident Evil pour Evil Dead, je pense. Oui, je pense aussi. Et là, donc Resident Evil 7, c'est donc j'avais essayé un peu Resident Evil 4 Remake, mais ça m'avait un peu gonflé. Ah, j'ai bien aimé, moi. Ouais, moi je sais pas, j'avais beaucoup de mal. Et là, Resident Evil 7, donc on y a joué avec ma copine et tout, et franchement, il était vraiment, vraiment bien. Je trouve que justement les autres Resident Evil, c'était des jeux qui jouaient à la troisième personne, c'est-à-dire que la caméra était à l'extérieur du personnage, donc on voyait le personnage, on déplaçait le personnage, on le voyait de l'extérieur. La Resident Evil 7, c'est le premier où on est en vue à la première personne, donc on est dans les yeux du personnage, un peu comme les Call of Duty, etc. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit un personnage qui, en fait, essaie de retrouver sa femme qui a disparu pendant plusieurs jours, et il va retrouver sa trace dans une maison complètement abandonnée, un peu, je crois que c'est à la Nouvelle-Orléans, je crois, un peu dans Voilà, un peu les coins américains très marécageux. Je sais pas, j'y ai pas joué, j'ai pas envie d'y jouer. Ah, il est bien, il est vraiment bien. Ouais, mais je pense que je vais me chier dessus. Oui. Ouais, voilà. Mais en vrai, il y a un côté un peu, on disait un peu... Si on arrive aux 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et si on arrive aux 10 000 écoutes avant fin août, je le ferai en VR sur Twitch. Tu sais pertinemment que ça arrivera pas. Oui. Le mec, il met une pression comme ça, il sait que ça arrivera jamais. Alors que si t'avais fait au moins jusque décembre-janvier 2027, il y aurait peut-être eu un challenge, tu vois. Non. Mais je vois que monsieur veut pas se mouiller. Très bien. Et en gros, Resident Evil 7, pour moi, il y a ce côté, comme tu disais, Evil Dead Burn, où vraiment, pour moi, il y a un côté un peu roller coaster dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a ce côté action, ça te fait flipper, mais ça va toujours plus loin et t'es pris dans le truc, tu vois. Et en fait, donc le personnage principal va arriver dans cette maison un peu abandonnée, mais qui n'est pas vraiment abandonnée, avec une famille un peu bizarre. Voilà. Massacre à la tronçonneuse Be Like. Ah oui, complètement. Mais avec justement un peu l'univers Resident Evil, mais qui est là un peu en fond comme ça. Il n'est pas ultra présent comme on avait dans les autres Resident Evil. Il se fait par parcimonie. Et je trouve que ça marche vachement bien parce que ça t'intègre l'univers d'une manière nouvelle. Et je trouve plus engageante aussi. Donc je trouve que ça marche très bien. Et c'est un jeu qui, même encore maintenant, est encore très joli, il est encore très beau, il a une super atmosphère. Le moteur graphique de Resident Evil et de Capcom par rapport à ça, il est hyper optimisé et ça fait du bien. Ouais, il est très beau, très optimisé, ce qui fait qu'il tourne encore très très bien sur plein de bécanes. Enfin, c'est assez impressionnant. Quand tu vois que Resident Evil 9 et Pragmata arrivent à tourner sur Switch 2 et de manière 30 FPS constante à 1080p, tu te dis ouais, c'est pas mal. Oui, non, c'est pas mal. Franchement, c'est très très cool. Et vraiment, l'atmosphère fonctionne bien. C'est un jeu d'horreur qui te fait vraiment peur, où vraiment tu as ce côté vraiment survie, où t'as pas beaucoup de munitions, t'as pas beaucoup de potions, tu vois, pour te soigner et tout. Pour te dire, je n'ai jamais réussi à finir la démo. Ah ouais J'avais testé une fois, je ne l'ai jamais fini. Ah ouais, ça te faisait trop peur? Beaucoup trop peur. Ah mais je comprends, il est terrifiant, vraiment il est terrifiant. Et j'ai trop peur de le tester en VR un jour, je pense que vraiment, ce serait 10 fois pire. Mais vraiment, c'est un très bon jeu qui marche encore très bien. Et puis moi j'étais content parce que je faisais ça avec ma copine. Et vous allez faire Village ou pas? Ouais, je pense qu'on le fera. Village a l'air plus action. Il a l'air plus action, il a l'air plus varié aussi parce qu'il a l'air de partir sur d'autres monstres, etc. Et c'était rigolo parce que vraiment, elle a flippé. Donc elle a vraiment, il y a 2-3 fois où elle a hurlé en mode ah!
Tu vois, donc c'était drôle. Moi, j'ai hurlé 3 fois plus. Vraiment, c'était terrible. Mais vraiment, c'est un très bon jeu d'horreur. Je vous le conseille. Maintenant, il est plus très cher parce que je crois que j'ai eu sur PS5 à genre 20 €. Ouais. Tu vois, Mais en sur plus, PC, il coûte beaucoup moins cher. Ouais, voilà, en plus. Et là, sur PS5, c'était l'édition Gold avec tous les DLC. Je l'ai sur Steam, je l'ai acheté sur Steam. Donc, Ah bah super. tu peux l'avoir dans la bibliothèque Steam, famille. Ah bah trop bien. Ouais, trop bien. Donc voilà, il y a vraiment. Il tourne bien sur Steam Deck apparemment. Oui, je pense qu'il tourne très bien. Donc voilà, il est vraiment Resident Evil 7. N'hésitez pas, il est très chouette. En parlant de jeux d'horreur, moi, ils ont présenté un jeu pendant la Summer Game Fest Ouais. que j'avais repéré qui s'appelle Hill, qui est un jeu d'horreur qui a l'air bien dégueulasse. Ouais. Alors, je sais pas si c'est vraiment un film d'horreur ou c'est plus un mode action-horreur, Ouais. mais je l'avais vu, j'ai fait en vrai, j'ai pas vu celui-là. Il a l'air bien dégueu. Ok. Je te montrerai la bande-annonce après, mais il a l'air bien dégueu. Ok. Donc voilà, on vous conseille. On espère que ça vous a plu. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire des retours, encore une fois. Oui, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Tout à fait. De positif comme négatif, on est friand aussi Exactement, d'avoir on est là des aussi retours pour constructifs. progresser, sachant que nous sommes toujours à 5 étoiles sur Spotify. Et sur Apple. Et sur Apple, avec 27 votes sur Spotify. C'est beau. Donc il faudrait qu'on arrive aux 50 avant août, voilà, je vous le dis. Si c'est le cas, il fera le VR Resident Evil 7. Bien sûr. Et on se retrouve dans 2 semaines pour je pense, le plus gros film de l'année. Ouais. Il faut le dire, c'est le gros film de l'année. Oui, clairement. Qui a déjà eu des retours critiques en disant que c'est une putain de réussite. Ouais. Et que ça le compare au Seigneur des Anneaux. Ouais, après, c'est les Américains, ils en font toujours des tonnes. C'est les Américains, ils en font toujours des tonnes. Mais ils ont dit qu'il y a même des moments horrifiques dans le film que Nolan n'a jamais fait. Ok. En vrai, petite hype. Ça me hype plus. Ça me hype plus que le truc, c'est le meilleur film qu'il ait jamais mais fait. Matt Damon a parlé aussi d'une sorte de marionnette pour le Cyclope. Je lui dis, je suis hypé. Il aurait fait une marionnette. Apparemment, pour certains plans, il aurait fait une marionnette. Oh. Je suis hypé. Ça, c'est cool. Donc, ça, c'est très cool. à voir. Moi, je le vois le mercredi soir à sa sortie. On parle bien sûr de Vaiana. Nous ne verrons pas le remake de Vaiana. Non, c'est mort. On parle bien sûr de l'Odyssée. Voilà. Et donc, on en parlera. Je pense qu'on fera une émission que sur ça. Oui. Parce que ce sera le gros film. On pourra parler un petit peu de notre rapport à Nolan, etc. Et après, sur d'autres idées, voilà. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Oui, parce que je suis en train d'imposer ça. Je t'en ai pas parlé avant. Mais Non, mais écoute, je vois que c'est toi qui fais le dictateur comme d'habitude. Mais écoute, il n'y a aucun problème. J'adore la Corée du Nord. Non, mais en vrai, je suis grave chaud parce que c'est vrai que Nolan, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais. En tout cas, sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Prenez soin de vous, encore une fois, et des bisous. Vive la culture. Ciao. Préservez la culture. Bien, c'est fini pour cette semaine. À la prochaine et bonsoir. Méga tough, Wayne. Méga top, Gart.